Ok. Bonjour à tous, je suis Justin Kouakou, CEO et fondeur de Miesa Group. Miesa Group est une entreprise qui intervient dans le domaine de la consultance, la formation et la distribution dans le domaine agricole. Nous sommes basés à Toumoudi. Vous êtes basé à Toumoudi. Donc, bonjour à tout le monde de Toumoudi. Sonia. Bonjour. Bonjour Sonia. Oui, je me présente, je suis Sonia Tien. Euh, je suis la responsable de la structure Monchamp. Et Monchamp est une structure qui fait la transformation et la commercialisation de produits frais et transformés. Donc, on est dans le domaine de l'agroalimentaire. Ok, parfait. Sonia, on ne t'entend pas très bien, ça grésille un peu. Donc, je ne sais pas, vérifie si, comme je l'ai dit, il n'y a pas de téléphone autour de toi et tout ça. Et donc, on va passer la main à... Il n'y a pas de téléphone autour de moi. Ok. On va passer la main à Aïta. Aïta Konan, bonjour. Présente-toi, s'il te plaît. Bonjour à tous. Je me nomme Konan Aïta. Je suis cofondateur et gérant de la ferme Molendi. Donc, la ferme Molendi, c'est une ferme agro-pastorale spécialisée dans la production, la commercialisation de volailles rustiques. Donc, des poulets de race locale communément appelés poulets africains. Ce sont des poulets qu'on élève de façon traditionnelle, comme au village, en parcours pour garantir une meilleure qualité de la viande. Et nous sommes basés à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, ok. Donc, bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi de Yamoussoukro. Donc, je pense qu'on est tous un peu, la Côte d'Ivoire est un peu représentée là. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se rejoint encore pour ce deuxième. Bonjour à JMTWA qui nous suit. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler un peu des débuts de l'entrepreneuriat. Donc, tous les trois, vous avez pris la décision à un moment donné dans votre vie de passer pour certains salariés, à devenir entrepreneur. Donc, quelle a été la raison, quel a été ce déclic-là qui s'est fait dans votre tête où vous vous êtes levé un matin et puis vous vous êtes dit, bon, assez c'est assez, maintenant je veux prendre les choses en main et je veux commencer à entreprendre. Donc, Ghislain, je te laisse la parole. D'accord, merci beaucoup Daisy. Moi, à mon niveau, en fait, l'entrepreneuriat a été toujours pour moi une passion. Ça a été une passion parce que j'aime créer, j'aime apporter quelque chose de nouveau à ce qui existe déjà. Donc, j'ai ce désir dans moi. Ça fait que c'est pas tout rester dans une même place et de statique. J'aime avoir des choses qui se font de façon dynamique. Donc, j'aime créer, j'aime apporter quelque chose de nouveau. Et ça fait que quand je suis dans un endroit où c'est que la routine, ça me fatigue au fait. Donc, c'est ce qui m'a créé ce boom en moi et j'ai pris mes clics et claques et j'ai commencé à entreprendre. D'accord, d'accord. OK. Aïta, attends que je te laisse la parole. Aïta, alors pour toi, quel a été le déclic? Pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir entrepreneur? Pour moi, déjà, c'est un peu par passion. Donc, j'ai toujours aimé faire, comme on le dit, du business, pouvoir toujours avoir un peu d'argent sur soi. Donc, ne pas forcément attendre un certain temps avant de toucher quelque chose. Et il s'est trouvé que quand même que j'étais en activité, pendant que je travaillais au compte de certaines organisations, je travaille au lieu d'utiliser cet argent-là pour mes dépenses, j'investis encore. Donc, autant me consacrer alors sur ce que je fais plus. Je suis plus tiré par mes activités extra que par l'activité professionnelle en tant que telle. Donc, c'est comme ça que j'ai basculé progressivement dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Mais pourquoi aller dans justement tout ce qui est poulet? Pourquoi la ferme? Pourquoi pas autre chose? Ok, donc déjà la ferme parce que à la base, j'aime, je vais dire, la campagne. Donc, j'aime la nature, tout ce qui est euh, 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 les livres, comme on le dit, tu les retrouves sous un arbre,
tu dors tranquillement avec les champs de cloches par-ci, par-là. Donc, j'aime la nature. Et au début, donc c'était juste une activité où j'avais envie de voir mes animaux lorsque je me retire en campagne pour voir un peu du bon bandit. Donc, au fur et à mesure, j'ai vu que de temps en temps, j'avais un, deux amis qui venaient me voir. Tiens, ton poulet attend. Cette activité-là, si je m'y mets, je pense que ça peut être un peu sérieux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la chose au fur et à mesure au sérieux. On a produit une certaine quantité. On a pu écouler facilement. Alors, je me suis dit, tiens, je pense que je vais m'intéresser à ça. Certainement que j'aurai mon compte là-dedans. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Ok, ok, super. À toi, Sonia. Donc, raconte-nous un peu ton expérience, ton passage à l'entrepreneuriat. Moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que depuis toute petite, déjà, même à l'école, je faisais les toffees, je vendais les toffees à l'école, je vendais même le lait en poudre, tout et tout. Bon, ça me faisait plaisir de le faire, en fait, étant toute petite. Et là, après, les parents, parce que ma mère n'aimait pas trop ça, parce que voilà, je passais mon temps à faire le toffee, moi, à la maison, au lieu d'étudier en tant que vraiment enfant d'école primaire. Donc, c'était un peu compliqué. Et là, j'avais arrêté toutes ces choses. En grandissant dans mon esprit, je voulais devenir voilà, avocate, tout et tout. Donc, je bossais pratiquement pour ça. Et là, l'envie m'est venue comme ça quand ma mère elle vendait, je ne sais pas, elle allait en course aller chercher les produits, elle venait les revendre. Et c'est petit à petit, quand j'ai commencé à voir son activité, bon, au départ, je me disais que c'était une activité qui était difficile. Moi, je n'allais pas pouvoir faire ça. Et c'est quand pendant les vacances, souvent, quand je voyais l'activité, j'ai vu que, bon, c'est quelque chose qui pouvait quand même, qui rapportait quand même un peu d'argent, mais bon, je ne faisais, ça ne m'intéressait pas de le faire véritablement. Jusqu'à ce que elle ait un espace à Bujan, sur le marché où elle vend ses produits. Et là, j'ai commencé à travailler avec elle, c'est-à-dire décharger les camions qui venaient. Donc, moi, j'étais que puis à mesure que j'ai vu que souvent les femmes avaient des produits qui ne finissaient pas, les produits restaient, et parce qu'il n'y avait pas de clients. Alors que souvent les gens me demandaient, mais quand tu travailles au marché, là, nous, on a besoin de tomates, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et que les marchés sont tellement bourrés que c'est difficile, j'ai la paresse d'aller au marché. Et ça, c'est une copine qui disait. Et là, j'ai dit, ben, tiens, et si je prenais quelques produits pour les revendre? Et c'est comme ça que, voilà, quand les femmes viennent, je leur demande, je n'avais pas d'argent, je leur disais, bon, est-ce que quand elle a 10 paniers, par exemple, ou 15 paniers de tomates, je demande, est-ce que je peux avoir 3 paniers de tomates, je vais vendre, puis je vais mettre ton argent après. Elle dit, c'est comme ça que je revendais souvent même sur place, dans le marché sur place, je revendais les produits. Et je leur restituais leur argent et puis moi, je prenais mon bénéfice. Et c'est petit à petit comme ça que tu as fait. Bon, paf. Ok, ok. Super, merci beaucoup. Par contre, Sonia, je crois qu'on a un problème de connexion de ton côté parce que on a ici un commentaire où on dit qu'on ne t'entend pas très, très bien. Effectivement, ça grésille un peu quand tu parles, en fait. Donc, peut-être essaie de voir un peu ce problème-là de connexion. Alors, donc… Ça grésille, oui, oui. En fait, ça grésille. Donc, peut-être essaie de voir un peu de ton côté. À part le téléphone, qu'est-ce qu'on peut… À part le téléphone, qu'est-ce qui peut faire interférence? Oui. Ok, d'accord. Le son est faible, oui, effectivement. Et là, maintenant, ça va? Ça grésille encore. Là, ça va? Non. Écoute, peut-être essaie de… Bon, attends, faut arrêter. Arrête ça. Ok, donc on va continuer avec Ghislain. Donc, Ghislain, quelles ont été les étapes, en fait, pour que tu puisses passer justement de salarié à entrepreneur? Est-ce que tu t'es levé un matin comme ça et puis tu t'es dit, bon, allez, ça suffit, je vais maintenant devenir entrepreneur, ou alors c'est quelque chose que tu as préparé
Est-ce que tu as fait des plans? Est-ce que tu as fait des recherches? Tu as fait une étude de marché? Quel a été ton processus de transition? Bon, je n'ai pas fait de plan en tant que tel. Moi, c'est par rapport d'abord, comme je disais tout à l'heure, à la demande en fait de mon entourage par rapport aux produits vivriers. Je prends le cas des produits vivriers. Voilà. Tu m'entends? Allô, Daisy? Attends, on t'entend pas très très bien, Sonia. On n'entend pas bien. Ouh là là. Non. Peut-être essaie d'enlever Bon, je vais essaie Essaie d'enlever d'enlever peut-être les écouteurs les pour voir. écouteurs. les écouteurs. Enlever les écouteurs et voilà. Et puis, tu actives le micro de ton téléphone ou de ton ordinateur. Je pense que Voilà, ça pourra aller, quoi. exactement. C'est bon? Ok, donc je vais laisser Ghislain. Sonia, je t'ai coupé. J'ai enlevé ton son, donc je vais laisser Ghislain répondre. Donc Ghislain, s'il te plaît, si tu peux nous dire un peu quelle a été ta transition, quelles a été les différentes étapes. Bon, d'abord, au niveau de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, ça a été toujours pour moi une passion. Donc, j'ai préparé cela depuis l'école. Depuis l'école, je me suis vraiment préparé. J'ai commencé déjà depuis l'école à faire des petites activités pour me mettre un peu dans le bain, dans la danse. Et j'achetais des produits pour les revendre. Voilà, je faisais des prestations en chambre quand j'étais en cité, à Yamoussoukro. Et puis, j'ai eu la chance pour moi, après ma dernière année de cycle ingénieur, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans une entreprise en tant que gérant d'un cabinet agropastoral. Et dans ce cabinet-là, j'avais la possibilité de créer l'entreprise nouvellement, c'est-à-dire reprendre l'entreprise depuis le début, tout depuis la création. J'ai eu la chance, étant même le premier gérant de la nouvelle entreprise, hein, de pouvoir créer et mettre en place le processus de fonctionnement, c'est-à-dire au niveau administratif, au niveau comptable, au niveau financier et puis au niveau de la fiscalité. Donc, toutes ces choses-là, j'arrivais à les faire moi-même sous pression parce qu'on était en démarrage et on travaillait avec un personnel restreint. Donc, du coup, ça m'a donné vraiment cette possibilité-là d'avoir cette expérience-là. Comme je dis, comme je l'avais déjà préparé auparavant, donc à chaque fois que j'ai une information qui m'intéresse, je l'ai notée à côté. À chaque fois que j'ai une piste de solution qui pourrait m'aider devant, je l'ai notée à côté. Et comme je voulais entreprendre demain, je gérais cette entreprise-là comme si c'était la mienne, au fait. Okay. Donc, je me mettais à fond, je travaillais à fond et je profitais de ce temps-là pour pouvoir me faire des contacts, pour pouvoir me faire des relations. Et après, il me fallait une corde à mon arc. Et cette corde-là, c'était le volet marketing. Okay. Je n'avais pas ce volet marketing-là. Donc, du coup, j'ai cherché un travail qui pouvait me permettre de me mettre dans le bain d'un marketeur. Donc, j'ai eu la chance d'être recruté dans une entreprise en tant que technico-commercial dans une filiale d'une filiale chinoise qui distribuait des produits phytosanitaires. Et dans cette même entreprise-là encore, c'était une nouvelle entreprise où on était amené à faire les dossiers d'agrément, les dossiers d'homologation, à faire des courses dont je profitais de ces choses-là pour encore apprendre comment vraiment mettre ce processus de création d'entreprise et ce processus de gestion d'entreprise. Et ça m'a permis, pendant cette période-là, en tant que responsable technico-commercial, ça m'a permis de commencer déjà à concevoir ma vision. Parce que je me suis toujours dit qu'une entreprise part d'abord d'une vision. J'avais une vision et j'ai commencé à formuler cette vision-là et j'ai commencé à me faire former encore. Parce que je ne voulais pas commencer l'entrepreneuriat en griffe comme tout le monde, au fait. Mais je voulais commencer l'entrepreneuriat avec des bases. Et ces bases-là, il me fallait vraiment me former et j'ai payé. Je me rappelle bien, en 2016-2017, j'ai financé à fonds propres, je crois, une formation en entrepreneuriat à hauteur de 800 000 francs. Ça paraissait fou parce que je n'avais pas grand moyen. Mais c'était ce désir-là, c'était cette volonté-là pour le long terme, au fait. Donc, j'ai investi, je me suis fait former dans tout ce qui est business model, business plan, finance d'entreprise, comptabilité d'entreprise, fiscalité, toutes ces choses-là. Je me suis fait former et j'ai mis cela dans mes archives, dans mes bagages. Et après, quand j'ai jugé bon que j'étais maintenant prêt, j'ai commencé maintenant parallèlement à créer l'entreprise. Ma transition, en fait, ma transition au niveau technique et managérial n'a pas été difficile, mais a été difficile plutôt au niveau financier. Parce qu'au niveau financier, je n'avais pas grand-chose.
Mais comme j'avais cette vision-là, j'avais cette passion-là, et j'étais dans une entreprise où j'étais toujours là, je pouvais taper au moins un mois assis au bureau, bon, je remplis les fichiers, à la fin du mois, j'ai mon salaire, je ne me sentais pas trop à l'aise. Moi, je suis ingénieur agronome, je suis un griffe-broussa, au fait. C'est-à-dire, j'aime aller vers les paysans, j'aime aller en brousse, j'aime aller échanger avec les producteurs, j'aime rentrer vraiment, aller au fin fond, en fait, de certaines réalités. Donc, Ok, j'ai ok. démissionné auprès de cette structure-là et je me suis lancé. J'ai commencé le peu de fonds que j'avais, j'ai payé la caution du loyer. Et puis, avec les prestations à gauche, à droite que je faisais, j'arrivais vraiment à continuer l'aménagement de l'entreprise pendant un an. L'aménagement s'est fait pendant un an, de 2017 à 2018. Et c'est à partir de 2018 que j'ai commencé à m'installer en bonne et due forme. Donc, voici vraiment comment s'est passée ma transition au niveau de l'entreprise. En fait, ce que je comprends, Ghislain, c'est que toi, tu as été comme un entrepreneur modèle. Donc, tu as pris ton temps, tu as planifié en fait un peu ton entrée dans l'entrepreneuriat. Tu t'es C'est ça. formé en étant employé, c'est ça? Et Oui. donc, tu as décidé de te former aussi, d'aller prendre des formations, de payer pour des formations pour t'assurer d'être prêt en fait lorsque tu prendrais la décision de devenir entrepreneur. C'est ça. C'est comme un peu le parcours idéal, hein, je trouve, parce que quand j'entends les histoires d'entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce genre d'histoire-là, c'est-à-dire qui sont rentrés dans l'entrepreneuriat de façon aussi structurée que toi. Je vais laisser parler Aïta. Aïta, si tu peux un peu nous expliquer comment est-ce que toi, le passage à l'entrepreneuriat s'est fait. Attends, je vais... Donc, moi, je dirais que j'ai été peut-être le contraire de Ghislain, Oui. parce que honnêtement, je n'ai rien préparé de ça pour être honnête. Et je pense que le passage même continue de se faire. La seule carte que j'ai jouée, je vais dire, c'était la carte de la prudence. J'étais déjà salarié. Et vous savez, en entreprise, il y a ce type de personnel qui aime relever les défis. Donc, ils arrivent à un certain niveau où ils se disent qu'il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de défis en fait. Il n'a plus rien à prouver en gré. Pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il se dit qu'il a vraiment surmonté d'énormes difficultés. Tout à fait. Donc, il y a, comme on le dit, rien ne coupe son cœur encore en entreprise. Donc, moi, dans mon esprit, j'avais atteint ce stade-là. Pas que j'étais responsable, mais le poste que j'occupais à un moment, je me suis dit, je n'ai plus rien à faire. C'est quelle que soit la situation, j'arrivais à la décanter. Donc, en même temps, c'est devenu trop monotone pour moi. Élevé à 7 heures, aller au travail et répéter les mêmes choses, revenir à la maison. Bon, il n'y avait vraiment plus rien d'intéressant là-dedans. Donc, comme mes économies, j'ai commencé à mettre en place, prendre au sérieux mon activité qui, par le passé, était juste une activité de loisir pour moi. Donc, j'ai commencé à y investir. Alors, quand je dis j'ai joué la carte de la prudence, je n'ai pas démissionné sur le coup pour aller directement en entreprise. Ok, Chez nous, ok, ok. il y a ce jargon. Lorsque tu laisses une branche, assure-toi que tu as déjà Tu as attrapé déjà l'autre attrapé une branche. autre. Donc, je faisais un peu sur les deux. Donc, j'étais moitié boulot, moitié, je vais dire business, moitié boulot, moitié business. Et au fur et à mesure, bien entendu, le business me crée plus. On avait un stade où j'étais peut-être à 75% business perso, mais 5% boulot. Et donc là, je me suis dit, il fallait que ça change. Puisque déjà au boulot, on ne me sentait plus véritablement. Alors j'ai démissionné Ok, d'employé. Et ok. là, je cherchais à faire maintenant de la consultance. Toujours, comme je dis, je jouais toujours la carte de la prudence. La consultance parce que ça me permettait d'avoir véritablement le temps de me suivre mon activité, histoire de m'assurer que ça peut me nourrir. Ça, c'est un peu ça. Donc, c'est ainsi qu'on est parti un peu de consultance et finalement, actuellement, de temps en temps, je gère aussi les consultances. Comme je l'ai dit, D'accord. Dieu va avoir plusieurs cordes à son arc. Donc, je Tout suis à à fait. peut-être 90% business et Ok. 10% un peu de consultance par-ci. Comme vous le savez aussi, tout ça est dû au fait que nous, les gens, les jeunes entrepreneurs, on rencontre souvent les problèmes de financement. Donc, tu
tu n'as rien, comme on le dit, tu n'as pas de derrière soudé, c'est à partir de ton boulot, à partir de tes économies que tu pourras financer ton activité. Si ça, c'était mon raisonnement, moi. Si tu coupes tout, déjà, comment tu nourris ta petite famille. Après, si tu vois que ça coince, comment tu t'en sors et tout. Donc, moi, j'ai joué la carte de la prudence. Derrière, il y avait véritablement d'énormes pressions. Hein. Parce que vous savez, à la maison, lorsqu'il y a un salaire, c'est régulier, tout le monde est tranquille. Mais lorsque tu viens dire que je me suis dedans, je vais commencer à faire ceci, il y a plusieurs points d'interrogation. Est-ce que quand même quand tu dors, tu te demandes, est-ce que je peux travailler, je peux assurer les charges, niveau de... Bon, donc, il y a un peu toutes ces petites pressions. Tu causes aussi avec tes amis, tu te dis, ton affaire, est-ce que c'est clair? Attends, ça va commencer à prendre, tu vas taper. Donc, il y avait un peu de tout ça. Et au fur et à mesure, on a commencé à s'informer aussi avec les aînés dans le milieu, participer aux différentes sessions de partage d'expérience. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à véritablement prendre la chose au sérieux. C'est un peu comme ça que moi, ma transition. La transition, ok. Donc, en résumé, un peu, je ne vais pas dire que tu n'as pas été aussi structuré que Ghislain, mais tu as été structuré à ta façon. Toi, tu as préféré la prudence. Mais je pense que Ghislain aussi, c'est un peu dans le même... il était un peu aussi dans la même, je pense, dans la même optique que toi, la prudence et la préparation. Et toi aussi, ça a été la prudence. Donc, petit à petit, en fait, tu t'es éloigné du monde de salariés pour te rapprocher un peu plus du monde de... Ok, c'est ça. Ok, super. Sonia, on va encore tenter avec toi. Si tu peux nous raconter un peu ta transition. C'est pareil, hein, Sonia. Oula. Attends, en fait, j'ai dépassé tout. Est-ce que là, tu as enlevé tes écouteurs? Et là, je les ai enlevés, je les ai remis parce qu'en fait, quand j'enlève mes écouteurs, je n'arrive pas à entendre, en fait. Je pense que ça doit être peut-être un problème de connexion, hein, Sonia. Parce que là, on t'entend vraiment pas. Ça grésille, on n'entend pas du tout. Je voulais savoir, c'est possible de me déplacer? Je t'entends même pas là. Je t'entends pas du tout. Donc peut-être essaye peut-être de sortir de la réunion et de te reconnecter. Ça, c'est possible de le faire. Et on va voir ce que ça donne. Ça marche? Ok. Ok, donc on est là. En tout cas, on ne bouge pas, on est là. Donc, nous, on va continuer. Ok. Est-ce que, Ghislain, quand tu as donc décidé de faire le pas, est-ce que est-ce que tu as préparé un business plan? Parce que tu sais, autour de nous, en fait, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui disent, moi, en tout cas, tout ce qui est business plan, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est aller directement en entrepreneuriat. Donc, c'est sauter directement le pas. Il y en a qui disent que ce n'est pas nécessaire d'avoir un business plan. Il y en a qui disent qu'il faut avoir un business plan. Donc, de quelle école toi tu es? Est-ce que pour toi, mais moi je pense connaître la réponse, la manière dont tu as été très structuré là. Donc, je pense que sûrement que toi tu es quelqu'un qui croit au business plan. Mais qu'est-ce que tu dirais par exemple à ceux qui pensent que commencer en entrepreneuriat juste comme ça, sans plan, c'est possible? Est-ce que ils ne mettent pas un peu la charrue avant les bœufs? Qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Ok, merci beaucoup. Je pense que sur ce débat de business plan, hein, c'est vraiment chacun son expérience. Moi, particulièrement, j'ai misé sur un business plan. Un business plan que j'ai conçu, j'ai rédigé, j'ai modifié au fil du temps. En prenant en compte des informations, en actualisant des données, toutes ces choses-là. Et ce business plan, il y avait un montant, mais ce montant, je ne pouvais pas l'avoir tout de suite. Mais j'ai divisé mon business plan en plusieurs plans stratégiques. C'est-à-dire, de mon business plan, j'ai mis des plans stratégiques en respectant, en allant dans ma vision, au fait.
Okay. Donc, le business plan pour moi n'était pas à la base pour aller chercher un financement, c'était pour moi une boussole de comment j'allais m'orienter et sur quelle base j'allais élaborer mon tableau de bord, sur quelle base j'allais évaluer mes indicateurs de performance et sur quelle base. Je vais créer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai 3 ans. Mon entreprise a 3 ans. On est né en 2017. Mais quand je fais mon plan, quand je regarde, je fais mes évaluations par trimestre, quand je fais mon plan, je vois que j'évolue non pas comme mon voisin d'à côté, non pas comme ma voisine, mais j'évolue selon moi, mon plan que j'ai élaboré. Parce que ma première année, c'était pour faire des aménagements, installations, la caution, toutes ces choses. Ma deuxième année, c'était maintenant de fois faire les acquisitions des agréments, tisser des partenariats. Et ma troisième année, c'est-à-dire cette année, c'est de me former et puis de pouvoir créer mon réseau comme Entre Africa aujourd'hui que j'ai intégré. Donc, la quatrième année, j'ai ma vision, ou du moins la stratégie que je mets en place ma cinquième année. Et moi, selon mes stratégies, c'est à partir de ma quatrième et ma cinquième année que je vais vraiment commencer à me faire connaître, à faire connaître mon entreprise. Donc, le business plan, dans mon business plan, tout ça est mentionné au fait. Dans mon plan stratégique, chaque année, je ne fais que faire plan annuel, plan semestriel, plan trimestriel et plan mensuel. Et ça me permet vraiment de suivre, d'aller à mon rythme et non au rythme des concours, et non au rythme de la compétition qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vais à mon rythme et je sais à quel moment je dois commencer maintenant à me faire connaître, je dois commencer maintenant à faire des chiffres comme je veux. Je ne me presse pas vers les chiffres pour le moment, je me presse plutôt vers l'expérience et puis vers le réseautage et l'acquisition d'expérience. Maintenant, pour ceux qui ne font pas de business plan, ils ont leur raison, c'est vrai, mais c'est un danger au fait. C'est un danger de pouvoir aller comme ça sans avoir un plan, sans avoir une vision, sans savoir où on va. Parce que tu peux avoir de grands moyens, ou du moins tu peux avoir une personne qui est prête à te financer, mais si tu n'as pas bien estimé ton besoin de financement, tu risques de faire fausse route au fait. Parce que si jamais tu veux créer ton entreprise et que tu dis un nom qui est aisé, qui veut te financer et qui te demande tu as besoin de quoi ou tu as besoin de combien, tu lui dis sur le champ, tu as besoin de 5 millions, de 10 millions, c'est vrai. Il peut te donner les 10 millions, mais qu'est-ce qui prouve que les 10 millions pourront te permettre de pouvoir vraiment tenir dans ton entreprise? Parce que tu n'as pas évalué, tu n'as pas estimé et tu risques de faire faillite et tu risques de faire honte à ce temps en question. Donc, c'est mieux d'aller avec prudence, d'avoir un document, ou même si ce n'est pas un business plan, au moins un document chiffré et planifié qui te permettra de t'évaluer toi-même et puis d'avancer selon ce que tu as écrit. Oui, tu as absolument raison, hein. C'est-à-dire que ce qu'on voit souvent, c'est des entrepreneurs, effectivement, qui sont premièrement à la recherche de financement, mais qui n'ont pas de documents derrière, qui n'ont pas de chiffres, en fait, pour crédibiliser un peu cette demande de financement-là. Et c'est un peu difficile pour une personne de donner du financement ou de prêter de l'argent à un entrepreneur s'il ne voit pas clair dans les chiffres de cet entrepreneur-là, de cette entreprise-là. Je vais laisser Aïta parler un peu. Aïta, qu'est-ce que toi tu penses par rapport au business plan? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'en avoir un? Quelle a été ton expérience? Est-ce que tu as commencé avec un business plan? Moi, perso, je n'ai pas commencé avec des business plans. Aïta, est-ce que tu peux peut-être rapprocher ton micro un peu de ta bouche parce qu'on t'entend de loin? Ok. Donc, je disais, perso, je n'ai pas commencé avec un business plan. Ok. Je me suis lancé et j'avais quelques économies et j'ai commencé à mettre dans mon activité comme ça. D'accord. Mais honnêtement, si c'était à reprendre, sans business plan, je n'allais pas démarrer quelque chose. Parce que je sais ce que ça m'a coûté, le fait de m'être jeté comme ça sans business plan, non seulement en termes de temps, mais aussi en termes de moyens financiers. J'ai gaspillé énormément d'argent au sens propre du terme. J'ai commencé à m'intéresser au business plan lorsque je me suis rendu compte que j'avais du mal à répondre à cette petite question qui était de savoir combien tu dépenses pour produire un poulet. Ça paraît anodin, mais je ne savais même pas. Donc, finalement, on me dit, mais sur un poulet, tu gagnes combien? Je ne sais même pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai acheté telle quantité d'aliments à tel montant, j'ai payé enfin, j'ai fait face à telle charge, j'ai vendu le poulet à temps. Pourquoi est-ce que je vends le poulet à temps? Je ne sais même pas. Et ça, je me dis, c'est peut-être
parce que je n'avais pas de business plan, parce que rien n'était préparé à l'avance. Donc, il a fallu que je suive le programme de formation de Tony Elumelu pour commencer à comprendre véritablement l'importance du business plan. Après, on a eu des sessions avec Orange Corner où les questions étaient vraiment assez pointues. Donc, et par poulet, quelle est, je veux dire, la charge de la main-d'œuvre? Bon, on ne peut même pas répondre à ça. Un individu peut suivre combien de sujets? J'avais du mal à répondre à toutes ces questions. Et en ce moment-là, j'ai vu qu'il était vraiment indispensable d'avoir un business plan. Et depuis que j'ai commencé à travailler avec des business plans, j'ai vu que tout était assez sympa, quoi. Ça, c'était tranquille. Tu pouvais quand même voir ce que tu allais gagner d'ici 1 an si tu suivais tel chemin ou ce que tu étais en train de perdre avec les différents prix que on pratique. Donc, comment on devait maîtriser la structure des coûts, sur quel aspect intervenir pour maîtriser les coûts de production. Tout ça a commencé à ressortir lorsque j'ai commencé à véritablement travailler avec mon business plan. Donc, moi, personnellement, comme je l'ai dit, c'est pendant que on était en cours de route qu'on a commencé à avoir des business plans. Mais si c'était à reprendre, je n'allais même pas reprendre avec business plan. Parce que ce que j'ai gaspillé dedans, ça pouvait m'envoyer loin si j'avais bien planifié les choses à la base. Donc voilà un peu ma petite expérience. Ok, merci beaucoup. Donc, en fin de compte, on a 2 entrepreneurs ici qui nous disent que avoir un plan, un business plan, c'est important. Et ça va en fait vous faire économiser en même temps en temps, mais aussi en argent. Parce que ça va vous faire éviter certaines erreurs en fait. Hein. Donc, Sonia, on va essayer encore avec toi. Bienvenue encore parmi nous. Allô, Sonia? On t'entend pas, Sonia. Bon, on a perdu Sonia encore, malheureusement. Ok, alors, dites-nous un peu. Donc, vous êtes, bon, en tout cas, Ghislain, tu as préparé donc ton entrée à l'entrepreneuriat, tu as fait un business plan. Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant d'entreprendre? Est-ce qu'il y a une certaine façon, par exemple, de négocier? Est-ce que quelqu'un peut juste se lever comme ça et puis dire, moi, je vais entreprendre? Est-ce qu'il y a des choses à savoir, comme j'ai dit dès le départ? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens par rapport à ça? Ok. Donc, ce que moi, je peux dire aux gens par rapport à cette question, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas facile. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Là, parce que beaucoup pensent que il faut entreprendre pour être autonome, c'est vrai. Il faut entreprendre pour avoir beaucoup d'argent, c'est vrai un peu. Il faut entreprendre pour avoir plus de temps. Là, je ne suis pas trop d'accord parce qu'un entrepreneur qui démarre, parce que je dis toujours, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs à temps partiel et il y a des entrepreneurs à temps plein. Et même dans les entrepreneurs à temps plein, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, comme Aïta l'a dit tout à l'heure, qui démarrent avec un faible financement et parfois même qui démarrent avec rien. Il y a des entrepreneurs qui démarrent avec assez d'argent, qui ont beaucoup d'argent, qui ont une proposition de financement, qui ont une opportunité, toutes ces choses-là. Mais ceux qui démarrent avec un faible moyen, ce sont des personnes qui ont le dos au mur, qui acceptent de quitter le confort. Donc, pour entreprendre, c'est qu'il faut savoir vraiment, il faut accepter de faire des sacrifices, quitter le confort. Moi, le poste que j'avais démissionné, j'avais eu des propositions, quand j'ai démissionné, j'ai eu des propositions encore de négociation, ainsi de suite. Mais ça ne m'a pas influencé au fait, parce que déjà, mentalement, je m'étais déjà préparé. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout ce qu'on voit physiquement, là, mais tout se passe dans l'esprit, en fait, tout se passe dans la tête. Parce qu'il va arriver des moments où vous allez même faire des sacrifices pour vos employés, où vous allez même vous-même faire sortir de l'argent de votre poche et non de la caisse de l'entreprise pour payer les salariés, au fait. Et ce sacrifice-là n'est pas donné à tout le monde.
Donc, avant d'entreprendre, il faut savoir réellement quelle est, moi, ma façon de voir les choses. Quelle est, moi, ma vision d'abord. Et pourquoi je vais entreprendre? Est-ce que je vais entreprendre pour d'abord avoir de l'argent ou bien est-ce que je vais entreprendre pour apporter une solution? C'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser. Il faut savoir vraiment à quel état on est, à quelle étape on est. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont payées à 1 million, à 2 millions, à 400 000, à 500 000 francs de salaire. Mais quand ils voient des personnes qui entreprennent et qui aujourd'hui, peut-être, selon eux, ont plus de temps, selon eux, ont plus de moyens, veulent automatiquement démissionner et aussi commencer à entreprendre. Pourtant, il y a un sacrifice qui a été fait. Moi, aujourd'hui, comme je le dis, mon entreprise a 3 ans. Quelqu'un qui m'a vu, mes amis qui m'ont vu quand j'avais en 2017 et qui me verront aujourd'hui, je n'ai plus le même statut que j'avais en 2017. Donc, j'évolue moi à mon rythme. Mais pour des personnes aussi avec qui j'ai commencé en 2017, aujourd'hui, ont évolué d'une façon exponentielle au fait. Je ne peux même plus les attraper. Mais eux, ils vont à leur rythme et selon leurs moyens financiers. Donc, avant d'entreprendre, il faut savoir toutes ces choses. Il faut savoir que tu risques de passer de 1 million et 2 millions de salaire à revenir même à 150 000 francs, pas même à 50 000 francs de salaire, si vraiment cela est ta passion. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte avant de chercher à entreprendre. Il ne faut pas entreprendre aussi parce que l'autre entreprend. Il ne faut pas entreprendre selon la mode des concours. Tu risques de perdre du temps, en fait. Tu risques de faire de l'opportunariat. J'aime dire ça aux gens. Tu risques de rentrer de concours en concours, agrégé des financements. Oui. Voilà, tu ne vas rien faire, tu ne vas rien apporter et arrivé à un certain moment, tu auras des financements, mais tu n'auras aucune solution, tu n'auras aucune entreprise. Tu seras bourré de prix, tu seras bourré de diplômes, mais tu n'auras rien en fait comme entreprise. Il faut vraiment savoir pourquoi on veut entreprendre. Donc, c'est ce qui doit vraiment nous pousser à entreprendre et non le financement, non le confort. Tout à fait, je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a pas mal d'entrepreneurs, bon, pas mal de jeunes qui se disent qu'effectivement, quand ils voient des entrepreneurs à succès, qui ont réussi, qui ont de belles voitures, qui ont beaucoup d'argent, ils se disent, oui, l'entrepreneuriat, moi, je veux le faire pour aussi avoir la même chose que l'autre. Mais comme tu as dit, Ghislain, ils ne se rendent pas compte en fait que derrière toute cette réussite-là, il y a eu énormément de sacrifices et qu'il y a eu un début à ça et que les débuts n'ont pas été faciles en fait. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Quand ils commencent l'entrepreneuriat, justement, en se disant, moi, je veux être entrepreneur parce que je veux faire beaucoup d'argent et qui font face à certains obstacles et qui doivent faire des sacrifices, il y en a qui vont abandonner. Il y en a qui ne vont pas trouver la force d'aller jusqu'au bout. Et je pense il faut avoir cette passion-là, mais il faut aussi avoir ce désir-là de pouvoir résoudre un problème. Donc, on a une personne dans le chat ici qui nous demande c'est quoi la différence entre entreprendre pour de l'argent ou alors entreprendre pour résoudre un problème. Peut-être, Aïta, je vais peut-être te laisser la parole, si tu peux peut-être lui répondre. D'accord, je vais essayer. Donc, entreprendre pour avoir de l'argent, entreprendre pour résoudre un problème. À mon sens, la différence réside dans ce qu'on va appeler la vision. Donc, à la base, quand tu entreprends juste pour l'argent, tu es comme un opportuniste. Donc, j'ai envie de dire, tu as vu une opportunité, tu l'as saisie. Une fois que l'opportunité est finie, c'est fini. Voilà, j'ai envie de dire, tu plies bagage, tu vas voir ailleurs. Parce que c'est ce que je vais appeler entreprendre pour avoir de l'argent. Tu cours derrière de l'argent. Tu commences, tu te dis, d'ici, je dis n'importe quoi, d'ici 1 an, mon chiffre d'affaires doit être tant. Malheureusement, tu as tes débuts, tu n'as pas l'expérience du domaine et tout. Ton chiffre d'affaires n'atteint même pas le quart de ce que tu t'es fixé. Et bon, tout ce que tu as investi est en train de plomber. Là, il y a un souci, tu n'as pas eu l'argent que tu cherches. Bon, de toute façon, je vais voir ailleurs. Alors que pour celui qui a détecté un problème, un véritable problème, il sait que le problème est réel. Donc, il propose une solution à ce problème-là. Exactement. L'idée, c'est que au fur et à mesure, il va peut-être se demander, mais pourquoi ma solution ne marche pas? Donc, essayer de perfectionner, je vais dire ça comme ça, sa solution pour pouvoir résoudre le problème en question. Ça peut prendre un temps. Souvent, ça peut aller 2, 3 ans, toujours en train d'améliorer ta solution parce que tu es conscient que le problème, il est réel et qu'une fois que tu as su toucher, j'ai envie de dire, ta cible, alors tu vas commencer maintenant à tirer profit de tout ce que tu fais comme sacrifice, tout ce que tu fais comme effort. Donc,
généralement, c'est une question aussi d'endurance. Tu Tout cours à fait. derrière l'argent, Tout très à tôt, fait. tu es essoufflé. Tu es Mais tu as essoufflé. une vision claire de ce que tu veux faire. Donc, j'ai envie de dire, rien ne te décourage. De temps en temps, tu sais que peut-être c'est ça, j'aurais dû faire comme ça pour améliorer la chose. Et tu te perfectionnes au fur et à mesure. Et à partir d'un certain temps, tout tombe d'un coup comme si c'était facile, quoi. Et souvent, Mhm. tu as tendance même à oublier tout ce que tu as enduré par le passé. Donc, c'est Ok. comme ça que moi, je vais essayer de différencier ces deux éléments. Ok, merci beaucoup. Donc, j'imagine que pour toi aussi, un peu comme Ghislain, il y a eu beaucoup de sacrifices lorsque tu as décidé d'entreprendre. Donc, Oui, oui. les sacrifices, il y en a eu. Mhm, Les sacrifices, il y en a eu énormément. Comme je le disais tantôt, mhm, euh, peut-être pour mauvaise planification, j'ai gaspillé énormément de ressources, non mhm, seulement en termes de temps et en termes d'argent. mhm, Donc, derrière, il y a bien entendu les retombées. Lorsque tu injectes de l'argent dans quelque chose que ça ouais, ne sort pas et mhm, qu'il n'y a pas autre chose pour remplacer ce qui est là, bien évidemment, ça se sent. Donc, il y a mhm. eu énormément de sacrifices. On est passé d'un train de vie, je dirais, de niveau 5 à un train de vie peut-être niveau 1, niveau 1,5. Donc, Aïe, aïe, aïe. C'est non, compliqué, ça. sérieux. Oui, c'est compliqué. Donc, souvent, tout ça aussi, c'est ça l'entrepreneuriat. Même à la maison, tu es toujours en train de faire le management pour qu'on te comprenne, on sache que tu poursuis quelque chose, que tôt ou tard, tu vas l'attraper. Donc, tu es toujours dans la négociation. Oui, je t'avais dit, non, on devait rester comme on était avant. Non, écoute, ça va Ouais, aller. ouais, Patati ouais, patata. ouais. Donc, à un moment donné, ça va jouer carrément sur le train de vie. Par le passé, on se disait, bon, si je commence à avoir même mon propre business, j'aurai carrément assez le temps. Ça, c'est encore une erreur qu'on se fait lorsque on n'est pas encore dans le domaine. Mhm, Tu, peut-être avant, tu travaillais 8 heures par jour, tu te retrouves dans une situation où tu travailles peut-être 26 heures sur 24. Tu ne mhm, dors pas, tu es toujours en train de réfléchir mhm, non seulement aux problèmes, aux difficultés actuelles, mhm. mais aux possibles difficultés qui peuvent survenir par rapport à la situation qui est en train de se dérouler, pour être Ok, en mesure d'anticiper les choses. Donc, ça prend encore énormément de temps. le temps. Et l'autre chose, c'est que on fait souvent face à beaucoup d'échecs. Donc, faut être résilient. Souvent, c'est des échecs, je vais pas appeler trahison, mais des faux bons, des gens qui te font des faux bons pendant que tu comptes énormément sur eux. Tout ça, faut avoir la capacité d'être résilient. Le À un moment résilience. donné, faut te dire, c'est le Ouais. choix que j'ai fait. Peut-être je Mhm, cherche à corriger les choses et puis mhm. j'avance là-dedans. Comme on le dit, plus l'avancée devient dure, plus le dur avance. Donc, Tout c'est à un peu fait, ce tout que à moi je fait. pourrais dire. Merci, merci Peut-être pour l'autre ton chose que je vais partage. Oui, ajouter vas-y, vas-y. rapidement, Mhm, c'est de beaucoup mieux maîtriser le domaine dans lequel on veut peut-être investir, le domaine dans lequel on veut intervenir. Parce mhm, que aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a la facilité d'avoir accès à l'information, à mhm. Internet, les Tout à livres, fait. articles. Donc, Mhm. beaucoup lire. Ne pas dire que je vais prendre tel gars, lui maîtrise déjà ce domaine. Non, quand tu es entrepreneur, tu maîtrises tous les domaines de ta boîte. Donc, Ok, aucun sujet ne doit te paraître inconnu. C'est ok, un peu ce que je voulais ajouter. ok. Merci beaucoup. Sonia, tu nous as rejoint. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'il faut savoir en fait avant d'entreprendre? Qu'est-ce que euh, toi tu as appris tout au long en fait de tes débuts en tant qu'entrepreneur que tu aurais aimé qu'on te dise? Non, je t'entends pas. Non, je t'entends pas, Sonia. D'accord. Peut-être Essaie essaie de d'enlever tes connecter écouteurs la et puis de batterie te du code. connecter. Ouais, Essaye d'accord. de faire ça directement avec ton ordinateur. Je pense que ça peut aller. Tu Voilà, enlèves sur tes l'ordi ou le écouteurs, téléphone, tu tu changes. branches et puis tu actives à partir de ton micro là, sur l'ordinateur, tu parles. Je pense C'est que ça ça, pourra aller. c'est ça. Ok, ok, parfait. Alors, on a parlé donc des sacrifices. Il faut savoir qu'il y a des sacrifices à faire. Il ne faut pas voir qu'un entrepreneur qui a réussi, il a réussi juste comme ça. Il y a eu, premièrement, les sacrifices, mais il y a aussi eu une méthodologie. Si je prends le cas de Ghislain, derrière le fait de devenir entrepreneur. Pour Aïta, ce que je comprends, c'est que
Aïta a fait ça de façon… comment tu as dit encore? C'est quoi le terme? Tu as été… comment tu as dit ça encore? J'ai joué la carte de la prudence, en fait. Voilà, merci. Tu as joué la carte de la prudence. Donc, tu n'as pas foncé directement dans l'entrepreneuriat, mais tu as fait un peu 50-50. Tu t'es graduellement détourné un peu du monde de salarié. Donc, lorsque, en tant qu'entrepreneur, vous avez fait face à votre premier échec, est-ce que vous vous êtes dit, OK, ça c'est un peu trop dur pour moi, je pense que je ne vais pas y arriver et j'ai envie d'abandonner tout de suite. Quelle a été en fait votre réaction face au premier échec? Ghislain? Ok. Si vous permettez, moi, pour répondre à cette question-là, je voulais juste partager une petite image et puis je vais commenter si ça, Bien sûr. c'est bon? Oui, oui, vas-y, vas-y. Tu peux partager l'image. Voilà. Donc, vous voyez l'écran, j'espère. Ok, On attends, voit bien. moi je vois l'écran. Laisse-moi voir Moi, si… je vois. Aïda, c'est bon? Oui, oui, je vois. Daisy, sur la paille, c'est bon, on voit. je suis en train de vérifier. Donne-moi un instant, comme il y a un petit décalage, donc je suis en train de voir si on va effectivement voir la page. Attends, j'ai une personne qui m'envoie un message. Alors, oui, ok. Donc, on a des personnes ici qui voient. Est-ce que sur Facebook, vous voyez? Oui? Ok, super. Donc, vas-y, Bon. Ghislain. Ouais. Voilà. Donc, après, je vais revenir sur d'autres images. Je vais d'abord prendre cette image-là. Ok, Pour vas-y. expliquer ce que je vous dis. Voilà. Au niveau de cette image, moi, j'ai toujours cette image-là devant moi. Mhm. Comme je l'ai dit, là, j'ai pris le temps d'étudier un peu pour savoir vraiment ce que je vais faire comme entreprise, quels sont les défis qui m'attendent, quelles sont les difficultés qui m'attendent, tout ça. Pour moi, ce que je fais, comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'ai 3 ans. Il m'est arrivé par moment de vouloir abandonner, hein, sérieusement. Oui, Même la première année, je me suis demandé, mais qui m'a envoyé? C'est ça. Qui m'a envoyé? Qui m'a dit de démissionner? C'est ça. La deuxième année, après mon mariage, ma femme et moi, on s'est regardé, on s'est dit, mais attends, qui nous a envoyé de démissionner et de revenir encore à tout maudire pour nous mettre dans l'entrepreneuriat? Tout à fait. Mais il y a toujours cette image-là qui m'a toujours boosté, au fait, qui reste dans mon esprit. C'est cette image-là qui rappelle qu'une entreprise a plusieurs phases. Il y a la phase de démarrage, il y a la phase de croissance, il y a la phase de maturité. Et puis, il y a une autre phase qui dépend de nous maintenant. Il y a une autre phase où, soit on décide de mettre l'entreprise à un certain niveau pour faire croître l'entreprise, ou on décide de vraiment envoyer l'entreprise à la faillite. C'est-à-dire, l'entreprise risque de tomber au fait. Donc, du coup, moi, j'ai toujours cette pensée-là pour dire, si j'arrive à un certain niveau où j'échoue, c'est une manière pour moi d'apprendre encore. C'est une manière pour moi de pouvoir me repositionner, de pouvoir me réinventer. Donc, ici, c'est-à-dire ce petit coin qui est là, Oui. c'est mon leitmotiv au fait. Donc, ça fait qu'à chaque fois que j'arrive à ce niveau-là où je vais abandonner, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rebondir encore? Donc, j'essaie de trouver vraiment des solutions, j'essaie de trouver vraiment des moyens, et ainsi de suite. Et comme je dis, comme je m'étais préparé déjà, au niveau de ma vision, ma vision, c'était de développer des partenariats dynamiques pour apporter des solutions dans le monde agricole. Donc, du coup, ça reste toujours ma vision. Et si une solution n'a pas marché, c'est qu'il y a une autre solution, au fait, par rapport au problème que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs au niveau de l'agriculture, beaucoup de producteurs, beaucoup d'acteurs dans les chaînes de valeur. Donc, quelles sont les solutions encore que je peux apporter qui peuvent me permettre vraiment de pouvoir tenir la brèche et puis de ne pas vraiment faire faillite. Donc, je me repositionne, je me réinvente à chaque fois. Et toujours encore, quand on prend même ce cas de COVID-19 aujourd'hui, là, depuis 2018, moi, j'avais déjà commencé à travailler sur la digitalisation au milieu agricole. Donc, du coup, comme je n'ai pas les moyens et comme mon entreprise n'a pas encore les moyens de me payer peut-être l'étude que je vais faire en MBA ou bien en agriculture numérique, donc je me suis auto-formé un peu sur les applications et les logiciels de gestion d'exploitation agricole. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une situation de COVID-19 où ça oblige les gens déjà à commencer à pouvoir apprendre à faire le télétravail. Et ça sera encore pire demain. Donc, du coup, pourquoi ne pas préparer une génération, cette génération qui va assurer la relève de l'agriculture demain, là,
à la technologie, c'est-à-dire aux outils de la digitalisation agricole en utilisant les smartphones pour gérer leur exploitation agricole, ainsi de suite. Donc, c'est ma nouvelle tendance actuellement que je suis en train de préparer avec des partenaires français. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quel que soit le stade où je vais arriver, s'il y a une difficulté, comme ma vision, c'est d'apporter des solutions, je ne fais que trouver des solutions et anticiper sur les choses, et ça me permet vraiment de garder le cap. Ok, ok. Merci beaucoup pour le partage. Aïta? Donc, par rapport, en fait, rapport la question, c'était par rapport à l'échec, en fait. Donc, Ghislain, lui, il nous explique que, si je comprends bien, il n'y a pas d'échec, en fait. Il y a juste, en fait, une manière de voir un peu quel est le problème en face de soi et de pouvoir trouver une solution. Et je lui ai demandé, donc, est-ce que il a voulu abandonner? Et il nous a partagé, donc, ce graphique-là qui lui rappelle à chaque fois, en fait, qu'il se trouve à un moment, en fait, à un carrefour, peut-être, où il doit essayer de se réinventer ou alors trouver une autre solution pour pouvoir continuer. Donc, toi, dans ton cas, est-ce que lorsque tu as fait face à un premier échec, tu as voulu abandonner? Si tu n'as pas abandonné, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer? ok. Donc, moi, personnellement, j'ai pas encore eu l'idée d'abandonner. La raison, c'est simple, c'est que je poursuis un objectif. Donc, je me dis, si j'abandonne, c'est clair que je ne veux pas atteindre mon objectif. Bien sûr, on a vécu déjà plusieurs situations qu'on va appeler peut-être difficultés, pas forcément échecs. Oula, je suis connectée. Super, Ça, c'est merci bon. Sonia. Merci, Donc, on je a suis vécu. connectée à mon téléphone. D'accord, ça marche. Donc, Ça marche. Lizzie va Ok. répondre tout à On l'heure. va te... Oui. Ok. Vas-y, Aïta. Ok, donc on a vécu plusieurs difficultés, plusieurs situations difficiles que je ne vais pas appeler échecs, et qui, à un moment donné, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et dans les différentes je vais dire, solutions ou réflexions qui nous passaient à l'esprit, on s'est dit, mais et si on arrête? Et cette jeunesse qui a accepté de nous suivre. Parce que le truc, c'est que lorsque vous n'avez pas assez de moyens, vous ne discutez pas avec vos collaborateurs comme un employeur et un employé. Parce que ce que tu lui donnes ne vaut même pas sa compétence. Donc, arrivé à un moment donné, vous allez au-delà du simple fait de employeur-employé. Vous essayez d'établir une certaine collaboration, je vais dire de partenariat, pour que ce dernier soit véritablement impliqué. Quand bien même derrière, il n'a pas j'ai envie de dire le salaire qui correspond véritablement à tout ce qu'il dépense comme énergie, comme savoir-faire. Alors là, on se dit, mais je vais dire ces jeunes, parce que c'est comme ça on s'appelle chez nous ici, ces jeunes qui ont accepté de nous suivre malgré la situation difficile. Si on arrête aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils vont rechercher autre chose ailleurs ou alors, donc, pour moi déjà, le fait d'arrêter, c'était comme une trahison. J'ai dit non. En aucun cas, on ne va envisager cette situation. Donc, le truc, c'est qu'on a essayé de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et ensemble, on trouve des réflexions, des pistes de solutions et on essaie de surmonter cela pour ne pas que cette situation nous arrive. Souvent aussi, en entreprise, que j'avais vécu, c'est que on a tendance à laisser la décision aux responsables. De toute façon, c'est ta chose. Tout ce que tu dis, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour moi, c'est de leur faire comprendre que on est tous dans le même bateau. Le même si bateau, ça marche, oui. moi, je vais rouler dans mes véhicules. Vous aussi, vous allez avoir vos véhicules, vous allez rouler dedans. Donc, nous tous, on sera à l'aise, on va faire notre petit paro en ville. Mais si ça ne marche pas, pendant que je vais commencer à broyer du noir, je serai obligé aussi de vous faire broyer du noir. Donc, ensemble, si je prends une décision que je partage, je veux prendre une décision que je vous la partage, ne dites pas que non, c'est ton truc. Non, si c'est pas bon, dites c'est pas bon. Si c'est bon, dites c'est bon. Même si vous dites que je n'accepte pas, demain, quand on va s'asseoir pour faire la réunion, vous direz, ah, je t'ai dit que la décision là, ça allait nous envoyer ici, ça allait nous envoyer là-bas. Donc, c'est un peu ce que j'allais dire. On a toujours fait l'effort de se réinventer, pouvoir décider là où ça ne marche pas. Et puis, on fait de colmater les brèches et on va de nouveau, quoi. Ok, ok. Merci beaucoup, Aïta. Sonia, tu nous as rejoint. J'espère que là, maintenant, c'est bon.
Ça va, c'est Ah, bon. super, c'est bon, ça marche. Bon, Sonia, alors, on va revenir rapidement à Oui, ta transition, OK? Donc, moi, ce que j'ai demandé à Gislain et à d'accord. Aïta, c'était de savoir comment est-ce qu'ils étaient passés d'employés à entrepreneurs. Donc, si tu peux rapidement, bon, là, le temps a avancé, mais essaye en peut-être 2-3 minutes de nous expliquer comment est-ce que tu as fait Oui, c'est vrai. ce temps-là. Et puis après ça, est-ce que tu as eu, toi, à utiliser un business plan? Parce que Ghislain, lui, oui. Aïta, il a commencé sans business plan et finalement, il s'est rendu compte que ça a été une erreur. Donc, il a fini par en faire Mhm, un. Alors, toi, quelle a été ton mhm. expérience? Euh, Comme je disais, les petites activités que je faisais, je n'avais pas l'intention véritablement de faire ça, de continuer en fait. Et c'est quand il y a eu la crise en 2010 après une perte d'emploi, Mhm, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et là, je suis retournée sur le marché de ma mère, de ma tante en fait, qui, comme je disais, qui vendait les produits vivriers. Je suis retournée sur le même marché, dans le même marché, pour essayer d'être employée en fait. Et c'est comme ça qu'elle m'employait et je déchargeais les camions de façon officielle, j'étais employée. Mais je me suis rendu compte que, comme je disais, les produits qui venaient, il y a beaucoup de produits qui périssaient là, alors que dans d'autres communes, il n'y avait pas de produits. Et c'est là que je me suis lancée sans business plan. Je me suis lancée, je prenais les produits des dames et que j'allais revendre sur d'autres marchés. mhm. Et je venais leur donner de l'argent et puis je gardais un peu, un peu. C'est comme ça que c'est parti. Donc, et c'est après, en continuant comme ça, que j'ai décidé comme ça d'arrêter d'être employée. Je voulais faire moi-même cette activité-là de façon permanente. Et comme l'a dit Aïta tout à l'heure, effectivement, je n'avais rien planifié. Je faisais comme ça parce qu'il y avait un besoin d'argent dans un premier temps. Et c'est comme ça que je faisais l'activité. Mais je me suis rendu compte que ça m'a causé beaucoup de problèmes. Parce que rien n'étant planifié, on fait des calculs par moment qui ne sont pas justes. On fait des calculs par moment qui ne sont pas justes, ce sont des calculs qui font qu'on investit plus qu'on ne gagne. Voilà. Donc, parce que avant d'entreprendre, il faut avoir une vision d'abord. Il faut avoir une vision, il faut chercher voilà, il faut chercher à combler un besoin. Il faut chercher en fait, c'est ça. Mais moi, je me disais sur place là que voilà, je pouvais gérer comme ça, travailler comme ça, mais ça a été compliqué pour moi après. Parce que là, il fallait maintenant, quand on disait qu'il y a genre au microfinance, puisque j'avais mon petit compte dans une microfinance, quand il fallait demander de l'argent, on te mettait face à une situation où quel est ceci, quel est cela. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Dans la formation, j'ai commencé plutôt ce que je gagnais, j'ai décidé de me lancer dans la formation. OK. Et j'ai commencé à me former petit à petit à comment faire un business plan et tout et tout. Donc, c'est comme ça que moi, je suis arrivée. OK. Et donc, ça répond un peu en quelque sorte à la deuxième question que je voulais te poser. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre? Entreprendre, il faut d'abord, comme je disais, avoir une vision. Il faut avoir une vision, il faut avoir une idée, c'est-à-dire, il faut avoir une idée claire. Et puis, il faut chercher à savoir comment tu vas mettre en exécution cette idée-là. Il faut prendre son temps. En fait, on ne se jette pas là-dedans comme ça. On ne se jette pas là-dedans comme ça. Il faut essayer de voir comment on peut, ce que tu as en idée peut faire chose. Et puis, quand tu as l'idée, c'est-à-dire, il faut aussi, moi, dans mon cas, après, je me suis rendu compte que c'est un besoin qu'il faut chercher c'est un problème qu'il faut chercher à résoudre. Voilà. C'est parce qu'on ne se lève pas comme ça pour dire que, bon, comme tel fait, ça marche, moi aussi, je vais faire, ça va marcher. C'était ça, en fait, au départ. Mais je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est un peu ça. D'accord, Voilà. super, merci. Ce que je retiens en tout cas de vous trois, c'est premièrement, l'entrepreneuriat, c'est une course de fond, donc il faut être résilient parce qu'il y aura des moments qui vont être difficiles. Deuxièmement, c'est que ça demande énormément de sacrifices. Aïta, lui, il parlait beaucoup de sa famille, en fait, de sa femme, voilà, il y a des sacrifices qu'il faut faire au niveau familial et je crois qu'il y a beaucoup énormément. Voilà, exactement. Et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte et qui ne
qui ne connaissent pas le poids, en fait, je pense, de ces sacrifices-là. Et puis, l'autre chose, c'est on n'entreprend pas pour devenir riche. On entreprend pour résoudre un problème. Mais malgré ça, quand même, on veut gagner beaucoup d'argent, non? Ghislain? On veut gagner de l'argent, bien sûr. On veut gagner de l'argent. On veut résoudre les problèmes, certes, mais on veut quand même gagner beaucoup d'argent quand même. Ghislain, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Daisy? Oui, oui, je suis là. Parole? Je t'entends, hein, Ghislain. Tu m'entends? Ouais, d'accord. Oui, oui. OK. Donc, tu veux gagner aussi beaucoup d'argent quand même. Pas juste, tu veux résoudre les problèmes, mais aussi gagner beaucoup d'argent quand même. Ou bien? Bien, bien sûr. OK. C'est la finalité de tout, quoi. C'est-à-dire, quand on entreprend, c'est la base. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, quand on prend même cette image-là, Oui. cette image, généralement, tu vas voir que nous tous, on entreprend pour ça. Quand je prends nous tous, j'ai dit de façon générale, hein, celui qui va entreprendre, il se rend compte que depuis il est dans l'entreprise de X, ça fait même voiture, et souvent même il n'a même pas de voiture, et il se rend compte que le boss qui est ici, là, qui détient le robinet de revenus, là, lui, il ne fait que changer de voiture à chaque fois. Il ne fait que changer de voiture. Lui, il ne sait qu'à la directrice générale ce qu'il lui peut, ce qu'il veut, selon ses humeurs aussi. Elle aussi, à son tour, elle va servir le directeur de service, le directeur va servir le chef de service. Et par moment, nous tous, on se retrouve là. C'est-à-dire, on est maigre en bas là. On a, généralement, nous, en tant qu'employés, c'est ici qu'on est. Donc, on reçoit que des gouttelettes qui sortent d'une pipette, au fait, venant du chef de service. Mais lui, ce n'est pas de sa faute, parce qu'il ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc, du coup, on cherche tous à entreprendre pour atteindre ce niveau-là, ce niveau ici. Mais il y a un long chemin à parcourir pour atteindre ici. Et ce long chemin-là, moi, j'appelle ça le Rehoboth. Chaque entrepreneur cherche à arriver à son Rehoboth. Chaque entrepreneur cherche à être mis au large demain. Chaque entrepreneur cherche à atteindre un certain niveau de vie. Mais il y a le temps qui diffère. Qui fait la différence entre plusieurs entrepreneurs. Il y a le sacrifice et il y a la volonté de ne pas abandonner. Parce qu'on peut être souvent, on peut être très proche de abandonner, on n'y arrive pas. Donc, c'est vrai, on cherche tous cet argent-là, mais il y a un sacrifice pour arriver. Et moi, je cherche ce gros robinet-là, je cherche ce robot-là, mais j'attends. One day. One day, ton tour va arriver aussi. À force de persévérance et de résilience. Merci, merci. Aïta, de ton côté, toi aussi, tu cherches l'argent quand même un peu, non? Comme on le dit, c'est bon nom. Un peu d'argent. Je cherche par-dessus tout à impacter ma communauté. Ça, c'est l'objectif que je me fixe. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais si c'était l'argent, là où j'étais avant de devenir entrepreneur, je gagnais un peu, ça me suffisait. Mais il est arrivé un moment où, lorsque tu changes je vais dire au village par exemple, tu viens au village, tu vois tous ces jeunes, je vais dire ces jeunes bacheliers de nos jours là, qui ensemble vous avez festoyé lorsqu'ils ont eu leur bac, mais tu reviens 1, 2 ans après, ils sont toujours au même stade et tu as l'impression même qu'ils ont commencé à régresser. Donc de là où ils étaient, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait beaucoup d'illusions, la réalité était tout autre. Donc moi, c'est d'impacter ces jeunes-là, pouvoir leur dire que de là où vous êtes en milieu rural, là, vous pouvez vous-même créer votre richesse et puis devenir quelqu'un d'aimé. Donc je veux avoir l'argent pour leur montrer que je suis venu au village ici avec vous, j'ai monté mon business, ça a pris. Je vais vous prendre, vous allez travailler, ça va prendre. Donc c'est un peu ça mon objectif. Ok,
Ok, parfait. Sonia? En fait, moi, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis d'avis avec Aïta parce que c'était la même chose. Quand je me suis rendu compte à plusieurs reprises que j'entreprenais mal, je me suis posée pour visualiser un peu la situation. Et là, je me suis rendu compte que les produits que les dames emmenaient, les femmes envoyaient sur le marché et qui ne finissaient pas, c'est vrai qu'on revendait, mais par moments, ces produits-là pourrissaient. Et c'était un peu compliqué pour ces femmes-là. Et donc, j'ai commencé comme ça, j'ai décidé comme ça. Et ce qui était encore plus difficile, c'est que les femmes qui faisaient venir les produits des villages avaient des soucis parce que celles qui étaient ici n'arrivaient pas à leur envoyer de l'argent, leur restituer leur argent. Donc, ce que j'avais décidé comme ça, j'ai décidé de réunir ces femmes-là et de créer une société coopérative, en fait. Okay. Et donc, j'ai créé la société coopérative. Et à travers cette société coopérative, nous avons mis aussi les femmes qui faisaient la production dans la société coopérative. Et c'est ainsi que, étant bien structurée en société coopérative, on a réussi à... Parce que non seulement on voulait soulager les femmes qui étaient en bourse, et nous aussi, à travers les documents qu'on avait comme étant société coopérative, on pouvait exercer sur tous les marchés sans problème. Ça, vous voyez un peu. Donc, ce qui faisait qu'on avait la latitude de déposer nos produits dans chaque marché sans problème, étant société coopérative. Et là encore, on a buté sur plusieurs problèmes parce que les produits qu'on allait, parce que moi, j'allais chercher aussi. Les produits qui venaient, finalement, il y en a quand ça ne finit pas, il y en a qui pourrissaient. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me former à la transformation de ces produits. Tout ça pour qu'on gagne. Et là, j'ai payé la formation et j'ai fait la formation pour la transformation des produits. Ce qui fait que désormais, on a une partie des produits frais qu'on vend sur les marchés et puis une autre partie qu'on transforme pour qu'en contre-saison, on puisse vendre ces produits. Donc, aujourd'hui, ces femmes-là se sont rendues compte que non seulement celles qui sont au village, on n'a plus de problème de finances avec elles, et celles qui sont à Abidjan, qui pensaient que l'activité faire le vivrier était une activité sale, faire le vivrier était une activité de personnes qui ne sont pas à l'école, se sont rendus compte que, en fait, c'est une entreprise, en fait, c'est de l'argent qu'elles gagnent. Et là, on a eu à former ces femmes-là aussi pour qu'elles sachent gérer leur argent. Donc, c'est un peu dans ce processus-là que nous sommes. Et c'est de là, et c'est dans cette situation-là qu'est née la seconde structure qui est mon champ, qui est la structure de transformation de produits. Donc, on est passé par beaucoup de situations, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. On a été la déception des parents parce qu'on a refusé de travailler dans un bureau. On a été la déception des frères et des sœurs. On a été la déception des amis. On a même perdu un chéri parce que, voilà, l'activité qu'elle veut faire, c'est pas, voilà, on ne sait même pas ce qu'elle fait. Même. Elle est dans la boue là-bas, on ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, voilà. Donc, ce sont des situations qui étaient difficiles. On a eu des problèmes de loyer où aller, tout et tout. Et voilà. Donc, ce sont des situations qui ont été difficiles, mais on y croyait. On y croyait parce qu'on s'est dit que les gens mangent tous les jours. Tout à fait. Et donc, on y croyait. Et bon, oui. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, en fait, quand on entreprend, on n'entreprend pas pour soi seulement. On entreprend aussi pour les autres. On entreprend pour être un modèle pour les autres. On entreprend pour motiver ceux qui sont là, qui nous regardent, qui se posent des questions sur leur avenir, qui ne savent pas quoi faire et qui se disent quelles sont mes solutions. Vous êtes des entrepreneurs et vous avez décidé en fait de les impacter par tous les sacrifices en fait par lesquels vous êtes passés. C'est bien ça. Oui. Super. En tout cas, Sonia, ici, moi, il y a un fan qui dit que ton histoire est la sienne aussi. Donc, apparemment, on a des personnes ici qui sont, voilà, qui sont fans de vous. Alors, s'il y a un jeune qui vient vous voir aujourd'hui, ok, et qui dit, moi, je veux entreprendre, quels sont les conseils que vous allez lui donner? On va se dire 3 conseils essentiels pour pouvoir entreprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui direz? Sonia, je te laisse la parole. Bien, moi, je dirais, dans un premier temps, il faut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vision, une idée, en fait. Une idée
il ne faut pas copier l'autre. Il faut avoir une idée. Et même quand tu veux faire comme l'autre, il faut apporter une plus-value. Ensuite, c'est très difficile. Au moins un petit coup, on lâche tout. Il faut avoir l'amour pour ce qu'on veut faire et surtout croire en ça. Et la dernière, le dernier qui est comme on le dit, le last, il faut être persévérant. Très, très, très persévérant. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Donc, une vision, une idée propre à soi, Oui. ne pas refaire ce que les autres font, avoir la passion. Et la troisième, c'est la persévérance. La persévérance, oui. D'accord, super, merci. Aïta? Merci. Moi, en plus de ce que Sonia a dit, je vais ajouter le fait de ne pas forcément vivre selon le regard des autres. Donc, comme vis ta vie comme tu l'entends. Si tu te lèves matin, tu as envie de porter au bord pour aller au champ, il ne faut pas dire que ils vont dire non, le choco d'Abidjan est venu, il s'en va au champ. Non, si c'est dans ça, tu te sens à l'aise, porte ta botte, va dans ton champ. Il ne faut pas regarder, comme on le dit, la bouche des gens, le regard des gens, pour dire non, ils vont me voir comme ça, ils vont me voir comme ça. Parce que généralement, ça nous tue beaucoup, nous autres. Exactement. Et après, je vais dire, être disponible à apprendre. En tout cas, il faut toujours accepter d'apprendre. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta situation, il faut te dire que tu as toujours à apprendre de l'autre. Tu as toujours à apprendre d'une situation donnée. Donc, en plus de ce que... Et aussi avoir le sens de la responsabilité. Souvent, il faut faire face. En tout cas, il faut avoir le sens de ta responsabilité. Il ne faut pas fuir. Parce que... il y a un problème, tu es à la tête de ta structure, il y a un problème, tu fuis là, qui va gérer? Donc, s'il y a un problème là, mets-toi dedans et puis essaie de voir comment tu apprends à canaliser ça. De toute façon, en plus de ce que Sonia a dit, c'est les trois éléments que je vais ajouter. Le sens de la responsabilité, de ne pas vivre selon le regard des autres, et puis être toujours disponible pour apprendre. D'accord, super, merci. Ghislain? Attends, Ghislain, je ne t'entends pas. Je vais activer ton micro. Vas-y, je t'entends. Ouais. C'est bon? Oui. En plus de ce que Aïta et Sonia ont dit, moi, je voulais d'abord dire à tous ces jeunes-là qui nous suivent et qui ont envie d'entreprendre qu'on n'a pas le temps. Tout à fait. Pas le temps. On a un intervalle où il faut vraiment faire attention. Ici, quand je prends cette pyramide de la vie, là, j'aime ça, en fait. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que la plupart des entrepreneurs jeunes qu'on est, il y a des gens qui sont vieux que leur âge aujourd'hui. Vous allez remarquer ça généralement. Généralement, on se base sur quoi? On se base sur cette pyramide de vie, là. Il y a 3 phases dans la vie d'un homme. De 0 à 25 ans, on dépend toujours. On dépend souvent des parents, on dépend souvent des tuteurs, on dépend souvent même de l'État. On dépend souvent même de la communauté dans laquelle on est. Et de 25 à 60 ans, c'est là qu'on devient indépendant. Et à partir de 60 ans et plus, on retombe encore dans une situation de dépendance. Et c'est cet intervalle de temps-là qui vraiment est important à vraiment regarder. De 25 ans à 60 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là. Si on s'y met, c'est de 25 à 60 ans, c'est là qu'il faut chercher vraiment à se construire. Donc, que tu aies aujourd'hui 35 ans, tu n'as pas le temps. Que tu aies aujourd'hui 27 ans, tu n'as pas le temps. Que tu aies aujourd'hui 55 ans, là même, tu n'as pas le temps. Il faut déjà commencer à te rattraper, à revoir réellement quelle est ta vision, qu'est-ce que tu veux faire. Il ne faut pas attendre d'abord d'être à la porte de la retraite pour dire, ah tiens, je vais commencer à entreprendre. Non, il faut commencer déjà à se construire dès cet instant. Et puis, le deuxième conseil que moi je veux donner, c'est l'image qui suit. Moi, je dis toujours aux gens qui veulent entreprendre, il faut respecter les 3 phases de la vie. Ça, c'est mon approche. Je sais que ça risque de susciter un débat dessus. Il y a 3 phases dans la vie. La première phase, il faut apprendre à travailler pour quelqu'un. Parce que c'est quand on apprend à travailler pour quelqu'un là qu'on pourra gérer nous-mêmes notre propre entreprise. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Apprendre à travailler, à gérer l'entreprise de quelqu'un d'abord. Et quand c'est comme ça, tu commences à préparer ta flèche pour faire quoi? Pour travailler pour toi-même dans la phase 2. C'est-à-dire tu commences maintenant à te mettre à ton propre compte parce que tu as appris à la première phase,
quelqu'un, tu as appris à t'humilier, parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est ça, c'est l'humilité. Tu as appris vraiment à faire des sacrifices pour l'autre, parce que des personnes aussi vont te suivre, comme Aïta l'a dit, des jeunes vont accepter de te suivre et faire un sacrifice pour toi. Si toi, tu n'arrives pas à faire des sacrifices pour quelqu'un, c'est pas sûr que quelqu'un arrive à faire un sacrifice pour toi. Et maintenant, la troisième phase, maintenant, vers où nous on va arriver un jour, la troisième phase, c'est faire travailler les autres pour soi. C'est-à-dire que tu as tellement créé l'entreprise que tu n'as plus le temps de créer toutes ces entreprises à toi-même. Tu pourras maintenant mandater des personnes qui vont gérer ces entreprises-là et te faire vraiment des rapports. Maintenant, mon troisième conseil que je peux donner, c'est vraiment de ne pas laisser son entreprise ou son business prendre le dessus de sa foi. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que le meilleur associé, le meilleur partenariat, c'est Dieu. Donc, il faut savoir vraiment là où on va. Il faut savoir garder la tête, rester toujours serein, rester toujours humble, avoir toujours la tête sur les épaules, ne pas arriver à un certain moment se gonfler pour dire qu'on arrive. Un entrepreneur n'arrive jamais. Je suis d'accord. Un entrepreneur n'arrive jamais. Il y a toujours un challenge à relever. Et ce challenge-là, tu ne peux pas le relever seul si tu mets aussi ta foi dans ton entreprise. Donc, voici ces trois conseils que je peux. Merci Ghislain. Bon, moi, Ghislain, je t'avais dit que j'allais un peu… parce que dans le tableau que tu viens dans le graphique que tu viens de montrer, tu dis qu'il faut… la phase 1, c'est de travailler pour quelqu'un. Mais c'est peut-être vrai, mais il y a des entrepreneurs, en fait, qui n'ont pas travaillé. C'est-à-dire que très tôt, ils ont décidé de suivre le chemin de l'entrepreneuriat et ils n'ont pas eu à travailler pour d'autres personnes. Tu vois, peut-être, on dit qu'il y en a qui sont nés naturellement entrepreneurs. Moi, je connais quelqu'un de très proche de moi qui n'a jamais travaillé pour une autre personne. Ça ne lui a jamais, il n'a jamais même pensé à travailler pour quelqu'un d'autre, ok? Donc, toi, tu dis quoi par rapport à ça maintenant? En fait, comme je l'ai dit là, c'est mon avis personnel. Tout à fait. Non, j'essaie un peu de te… Non, je vois. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai échangé avec pas mal d'entrepreneurs, ici comme ailleurs. Et la plupart du temps, on va remarquer tous que ces entrepreneurs qui commencent à travailler comme ça, sans avoir eu d'expérience et sans avoir essayé quelque chose avec une autre personne, sans s'être mis dans le bain et qui commencent comme ça, vous allez remarquer qu'ils prennent plus de temps à atteindre l'objectif qu'ils veulent atteindre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. À moins qu'il y ait peut-être, je prends un exemple, à moins qu'il ait auparavant, c'est possible. L'école, il finit, il va, il a de l'argent, il commence à entreprendre. Il n'a pas les mêmes manières de voir la vie que celui qui a travaillé avec une autre personne, qui a accepté de faire un sacrifice, qui a accepté de subir. Ils n'ont pas les mêmes manières de voir. Et il n'a même pas la même manière de voir le monde professionnel. Parce que lui, il vient directement de l'école. Voilà. Il vient souvent, jamais, il se donnait des congés pendant les congés de Noël, au fait. On se comprend, non? Parce qu'ils ont toujours cette mentalité d'étudiant. Ils ont toujours cette mentalité d'élève. Mais pourtant, quand tu rentres dans une tendance où tu as vraiment connu le monde professionnel, tu sais réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que honnêtement dit, même les formations qu'on fait là, il y a beaucoup de choses encore qui manquent. S'il n'y a pas d'expérience, il y a beaucoup de choses qui manquent. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Ça fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir de l'argent. Je connais des gens aujourd'hui qui ont eu des financements de 25 millions, de 35 millions. Ils sont sortis de l'école, donc les concours par-ci, par-là. Aujourd'hui, là, vous leur demandez de vous faire un point ou bien un bilan. Ça serait un peu difficile, au fait. Parce que même nous qui avons commencé avec 500 000, 400 000, aujourd'hui, là, parce qu'on sait qu'on a travaillé pour quelqu'un, on sait qu'est-ce qui se passait, les difficultés que ces personnes-là ont eues. Du coup, on a accepté de faire le sacrifice pour ces personnes-là. Et nous aussi, quand on vient, on fait ce même sacrifice-là sur nous-mêmes et on essaie d'inculquer. Moi, ce que moi je partage avec mes employés, je leur dis, ne travaillez pas pour moi parce que vous êtes mes employés, mais travaillez pour moi parce que demain, vous serez des employeurs. Donc, du coup, ils n'ont pas la même manière de travailler peut-être que dans d'autres entreprises. Ils apprennent à travailler avec moi parce qu'ils veulent eux aussi créer leur propre entreprise. Donc, ils arrivent à faire le même sacrifice que je fais. Ils arrivent à être très professionnels comme je le suis. Et aujourd'hui, je ne serais pas étonné de voir peut-être d'autres 3 personnes créer son entreprise demain. Et c'est comme ça que moi, je travaille avec mes collaborateurs.
Ok, ok. J'ai quelqu'un ici, j'ai Salimata qui dit que travailler pour quelqu'un, c'est pas forcément évident. Donc, effectivement, c'est vrai. Enfin, quand tu as le cœur, quand tu as un cœur d'entrepreneur, c'est clair que travailler pour quelqu'un, c'est pas évident. Au début, tu vas le faire, mais tu auras toujours cette boule à l'estomac. Dans ton cœur, tu vas te réveiller le matin, tu vas te dire, aïe, 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 je dois encore me lever pour aller travailler pour quelqu'un, alors que moi-même, je peux le faire pour moi et tout. Mais j'ai bien aimé ce que tu as dit, Ghislain, quand tu dis que en travaillant pour quelqu'un, en fait, tu apprends certaines choses. Et ça va te faire gagner du temps par rapport à ta vie d'entrepreneur. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, il y a des méthodes de travail que tu apprends. Il y a sûrement des domaines, par exemple au niveau des ressources humaines, que tu vas voir, auxquelles tu n'aurais pas pensé. Il y a des situations que tu vas vivre en tant que salarié, en tant qu'employé, que tu vas probablement vivre aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, effectivement, tu as absolument raison. Ça fait gagner du temps, en fait. Sonia, peut-être tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Je suis d'accord. Oui, oui, en fait, oui, je suis d'accord. Parce que moi, à la base, je connaissais rien dans le domaine du vivrier. Mais il a fallu que je travaille comme déchargeur de camions, décharger les produits vivriers pour que je sache. Voilà, pour que je peux. Et en déchargeant les camions, ma tante à la base, elle m'a jamais appris ça. Mais moi, je me renseignais auprès des femmes, je regardais les autres travailleurs, je regardais comment elles déchargeaient, comment elles comptaient leurs produits, je regardais comment elles plaçaient les tas de 1000 francs, de 500, je regardais, j'apprenais comme ça. Ça. Bon, parce que quand tu travailles pour quelqu'un, il faut beaucoup d'humilité aussi pour pouvoir apprendre. Parce que tu as l'ambition, en fait, tu as l'envie de faire pour toi demain. Voilà, donc moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi, effectivement. Si elle ne m'avait pas prise pour travailler, je ne pense pas que ça allait être vraiment… C'est vrai que ça allait être difficile, mais ça allait être encore plus compliqué. Mais le fait d'avoir travaillé un peu avec elle pendant 8 ans, j'ai fait 8 ans sur le terrain, 8 ans dans cette situation, dans cette affaire. Et puis voilà, maintenant, je sais comment… Non seulement je sais décharger un camion, ce qui fait que même quand j'ai mon camion qui vient, je sais à peu près combien je peux gagner dedans, tout et tout. Mais tout ça, j'ai appris ça chez elle. Donc, je partage un peu la vie de Ghislain parce que moi, je suis passée par là. D'accord. Aïta? Oui. Moi, j'aurais plutôt un avis mitigé. Parce que pour moi, c'est une question de mindset. S'il y a la possibilité de démarrer peut-être ta structure sans passer par le fait que tu dois travailler pour quelqu'un, moi, tu le fais. Comme on le dit, l'expérience, c'est au fur et à mesure, que ce soit déjà directement pour toi ou chez quelqu'un d'autre, l'un dans l'autre, il y a toujours l'expérience qui sera acquise. Donc, ça dépend des opportunités qui s'offrent à nous. 6 mois avant de démarrer, j'avais une opportunité qui me disait, écoute, tu n'as pas besoin d'aller bosser, voilà le financement qui est là, démarre ta structure. Je démarre, je me dis, bon, chemin faisant, je vais apprendre. Maintenant, si aussi il n'y a pas cette opportunité et que je me dis, en bossant pour quelqu'un, je peux apprendre et je peux… Mais l'un dans l'autre, moi, tout est une question de mindset, tout est une question aussi d'opportunité à saisir. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pas véritablement un chemin tout tracé. Chacun est sa petite histoire. Peut-être là où je suis passé, ça a marché pour moi, j'ai bien réussi. Quelqu'un d'autre va vouloir suivre, mais pas tel que je l'ai fait, ça va pas marcher. Parce qu'il n'a pas… il y a ce mindset ou bien ce petit quelque chose là que moi j'avais. C'est pareil. Je vois quelqu'un en train de faire ce business, je me lance, ça ne veut pas dire que je vais réussir comme lui. Parce que je n'ai pas ce feeling que lui, il a. Donc, chacun essaie de tracer son chemin. Le plus, je pense que dans ce qu'on veut dire aussi, c'est d'accepter d'apprendre à un certain moment, d'accepter d'apprendre auprès des autres, d'accepter de s'humilier, d'aller vers l'autre, voilà. Mais pour moi, les deux sont possibles. Donc, on peut avoir en fait plusieurs scénarios. Ça dépend du chemin que chacun veut entreprendre en fait. On a ici, il y a Job Zamien qui demande, peut-on entreprendre et travailler
toujours pour quelqu'un? Écoute, Job, moi, je te dirais oui. Je vais répondre à la place des entrepreneurs. Je vais prendre un peu leur place. Et je te dirais oui. Ce qu'on a dit, en fait, justement, au début, c'est que c'est important, effectivement, de commencer à travailler pour quelqu'un et de commencer à côté, de faire un peu aussi de commencer à bâtir, en fait, ton entreprise. Donc, par exemple, Aïta, ici, nous a expliqué un peu son expérience où il disait que lui, il était salarié et petit à petit, en fait, il s'est éloigné du monde des salariés pour devenir entrepreneur. Mais il a fait de façon graduelle. C'est la même chose aussi pour Ghislain, qui lui a décidé de travailler, d'apprendre en travaillant et de se tourner vers l'entrepreneuriat. Donc, la même chose aussi pour Sonia qui nous explique que c'est grâce au travail qu'elle a eu à faire avec sa tante qu'elle a appris aujourd'hui tout ce qu'elle connaît. Donc, pour répondre à ta question, oui, tu peux entreprendre et travailler en même temps. L'un n'empêche pas l'autre et je pense qu'au contraire, les deux ensemble, c'est très bien parce que tu as une valeur ajoutée en fait que ceux qui ne font que travailler n'auront pas, parce que toi, tu auras cette mentalité d'entrepreneur-là aussi. Donc, quand tu vas devoir trouver une solution, tu ne vas pas être là à attendre qu'on te dise, bon, va chercher la solution, mais tu auras déjà cette mentalité-là d'aller toi-même trouver la solution. J'ai ici Christian David qui nous dit que l'approche de M. Ghislain est validée et que l'expérience nous enseigne toujours mieux. Comme on le dit, un bon leader a d'abord été un bon suiveur. Il dit aussi que bon, il y a l'échec. Cependant, l'échec nous enseigne aussi lorsqu'on s'y met directement sans travailler pour quelqu'un. Donc, effectivement, Christian, tu as deux manières d'apprendre. Tu as les erreurs qui vont Oui. Mais les erreurs, là, quand tu apprends de tes erreurs, là, ça fait mal hein, aussi. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Si tu peux éviter, vraiment d'apprendre, voilà, merci. Si tu peux éviter vraiment de faire beaucoup d'erreurs, parce que les erreurs, c'est sûr que tu vas en faire. Mais si tu peux éviter quand même de faire certaines erreurs que les autres ont fait, je pense que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Mais c'est sûr que tu vas apprendre des deux façons, via l'échec, mais aussi en apprenant avec un leader. On a Alex qui nous dit que travailler pour quelqu'un avant d'entreprendre peut s'avérer enrichissant. Effectivement. Mais il ne dit pas toujours, c'est donc nécessaire et indispensable pour mener à bien son business. Donc, je pense que les avis sont tous un peu les mêmes. Donc, travailler, c'est important. Oui. Voilà, avant d'entreprendre et tout. Sonia, tu veux dire quelque chose? Non, ça va. Je dis que je soutenais ce que tu disais en fait. Tout à fait, tout à fait. On demande ici, il y a Salimata qui demande un peu, Aïta, comment, voilà, à vous tous en fait, elle demande comment est-ce que nos conférenciers ont-ils géré le volet répartition des actions avec leurs cofondateurs et investisseurs au début? Donc, comment est-ce que vous avez fait au début? Est-ce que vous avez déjà commencé seul ou alors est-ce que vous avez eu des associés? Et si oui, comment est-ce que vous avez réparti en fait un peu les actions? Je vais aller avec, on va commencer par la dame, Sonia. D'accord. Donc, comme je disais à la base, pour qu'on puisse résoudre le problème des pertes post-récolte, on a commencé à la base par une société coopérative en fait. Nous sommes mises en société coopérative et selon les tests de l'OHADA, on doit payer, chaque membre doit payer une part sociale, tout et tout. Donc, c'est comme ça que, voilà, les parts sociales, chacun a payé ses parts sociales, les cotisations sont mensuelles et sont payées. C'est comme ça que nous, on est partis. Mais en fait, nous, je sais pas, nous avions comme partenaires les productrices. C'était les productrices qui étaient nos partenaires. C'est-à-dire, nous, on s'est entendu sur le fait que nous, on leur apporte des intrants, on les soutient en apportant des intrants. Et puis, quand elles font la production, on rachète la production à un certain montant sur lequel nous avons un certain montant que nous avons réparti pour chaque membre de la coopérative. C'est comme ça que nous sommes partis dans le premier temps. Donc, nous, à la base, c'est sous le régime d'une société coopérative que nous avons commencé. D'accord, d'accord.
Ghislain, comment est-ce que tu as géré un peu la répartition des actions avec tes cofondateurs? Est-ce que tu as créé, déjà, est-ce que tu as créé ton groupe, Yenza Group, tout seul? Ou alors tu as eu un cofondateur ou une cofondatrice? D'accord. Moi, personnellement, j'ai créé Yenza Group tout seul. J'ai créé Yenza Group tout seul pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons sur la base, comme je le dis là, de certaines expériences que j'ai acquis dans le passé. J'ai vu qu'il y avait des entreprises où des actionnaires, tous les actionnaires étaient salariés et avaient créé une entreprise en parallèle pour se faire une deuxième source de revenus. Et il y avait un seul parmi eux qui avait ce désir ardent de faire pousser l'entreprise. Et les autres vraiment attendaient des propositions de solutions, attendaient des retours sur investissement, si on peut le dire ainsi. Donc, arrivé à un certain moment, ça a découragé celui-même qui était plus passionné et aussi s'est mis aussi à son propre compte. J'ai vu aussi des personnes qui, à la base, n'ont pas fait le bon choix au niveau des associés. Parce que c'est surtout ça aussi. Il faut savoir vraiment avec qui il faut marcher. Parce que c'est un mariage pour le long terme. Pour un début, vous n'allez pas avoir de discorde là-dessus. Mais à un certain moment, quand les choses vont commencer à bouger, puisque vous êtes actionnaire, vous êtes associé au niveau des statuts, vous êtes associé sur l'entreprise de façon formelle, ça peut créer des problèmes. Donc, il faut savoir vraiment avec qui marcher. Donc, moi, j'ai fait le choix d'abord de commencer en solo. Et après, selon mon niveau d'avancement, le degré que je vais atteindre, je peux maintenant faire rentrer des personnes qui partagent la même vision que moi. La même vision en termes de quoi? C'est-à-dire en termes de sacrifice pour le long terme. Il faut investir maintenant, il faut injecter maintenant pour que ça paye demain. Et non des personnes qui veulent investir maintenant et prendre maintenant. Non, non. Parce que généralement, ça fatigue au fait. Parce que quand tu es entrepreneur, tu souffres, tu as cette pression-là. Et même quand quelqu'un te met de l'argent sur toi ou dans ton entreprise, il a un retour sur investissement immédiat. Et ça amène souvent, même nous, en tant qu'entrepreneurs, à faire quoi? À pouvoir créer des bénéfices qui ne sont pas réels au fait. Parce que juste, on veut motiver celui qui a fait rentrer de l'argent, on veut motiver l'associé qu'on veut avoir. Non, non. Moi, je ne marche pas comme ça. Ça y est, tu as investi, tu veux investir de l'argent, il faut te mettre en tête que tu as décidé d'entreprendre et on entreprend ensemble. Je n'entreprends pas pour que je te partage des bénéfices, non. Et là, moi, j'essaie d'aller un peu, je vais en solo jusque-là. Mais ce que je fais maintenant, c'est que quoi? Si j'ai besoin d'un financement, je peux faire appel à capitaux. Ou bien, j'attends, celui qui doit entrer dans mon capital, il faudrait que vraiment le dossier d'entrée dans mon capital soit vraiment bien scellé, soit vraiment bien solide. Donc, pour cela, là, je trouve facilement même un ami qui peut-être peut monter mon dossier, peut vraiment me garantir que cette personne-là, quand elle rentre, voici ses conditions de sortie. Je peux le faire, mais pour le moment, je ne suis pas pressé. Et pour terminer un peu sur ce que j'ai fait peut-être depuis l'année dernière, je n'ai pas fait entrer des gens directement dans mon capital de Miensa Group. Parce que Miensa Group, comme je l'ai dit, j'ai conçu la vision pour le long terme. Donc, c'est une entreprise qui va intervenir dans tout ce qui est domaine dans le niveau, tout ce qui est chaîne de valeur dans le domaine agricole. Donc, j'ai créé l'année dernière Ivoire Cassava, qui a pour but de pouvoir valoriser tout ce qui est produit dérivé de manioc. Pour ça, là, j'ai créé une filiale. Miensa Group a la plus grande action. Donc, j'ai deux associés avec qui je travaille et on a créé Ivoire Cassava qui valorise les produits dérivés de manioc à travers la marque Agbafé. Donc là, on est associé sur Ivoire Cassava, mais on n'est pas associé sur Miensa Group parce que dans Miensa Group, j'ai une vision que je vais atteindre et je ne veux pas vraiment prendre des associés comme ça qui, déjà, à partir d'un certain moment, vont me faire basculer ma vision, en fait. Donc là, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce qu'on ne peut pas aller seul. Là, c'est ce conseil-là que je peux donner à tout le monde. Tu ne peux pas aller seul. Arrivé à un certain moment, tu auras besoin forcément de l'autre. Mais il faut faire attention avec qui tu décides de marcher, au fait. C'est tout. Tu ne peux jamais aller seul. Quand tu vas seul, tu vas vite. Mais quand tu vas avec les autres, tu vas loin. Tu vas loin. Merci beaucoup, Ghislain. Daisy, s'il te plaît. Oui. Je voulais préciser aussi quelque chose, ce ne sera pas long. Je voulais dire que, comme je disais à la base, on a
la société coopérative, comme Ghislain l'a dit, la façon dont il a structuré sa société. Et nous, de là est née la société de transformation qui est Mon Champ. Mon Champ, oui. Qui est sortie de la société coopérative qui est Mon Champ. Et sur Mon Champ, nous sommes deux. J'ai un associé et là, qui fait partie de la société coopérative, mais qui a décidé de me suivre sur le projet de la transformation. Parce que comme c'est un groupe, avant de créer la transformation, la société pour la transformation, il fallait que chacun donne son avis, qui était partant, qui était pas accepté de même la transformation. Et donc, nous sommes deux au niveau de Mon Champ. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. C'est ce que je voulais préciser en fait. Merci Sonia. Aïta, je vais te laisser la parole et puis je pense que ça va être la dernière intervention parce que là, on a dépassé un peu le temps. Donc, je te laisse t'exprimer donc sur le volet de la répartition des actions et avec les cofondateurs. Déjà, est-ce que toi, la ferme, en fait, tu l'as créée seule? Est-ce que tu as décidé de débuter seule dans ton projet entrepreneurial? Ok. Donc, moi, je suis parti avec la dernière phrase de Ghislain qui disait que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Plus loin, oui. Donc, j'ai commencé avec un cofondateur. Nous étions deux. La raison, elle est simple. Déjà, je me suis dit que seul, mes prises de décision avaient une forte chance d'être erronées. Alors qu'ensemble, on a la possibilité d'échanger et je dois le convaincre. Quand je prends une décision, je dois pouvoir le convaincre. Lui aussi, lorsqu'il prend une décision, il doit pouvoir me convaincre. Ce qui fait que pour chaque décision qu'on va prendre, on doit argumenter. Voilà. Et ça fait que dans les échanges, il y a beaucoup d'idées qui naissent. Et pour moi, ça c'est ma conception, ma manière de voir les choses. Je me dis que c'est plus intéressant d'aller avec un ou deux cofondateurs. Le problème qui se pose maintenant, c'est le choix des cofondateurs. Là, pour faire très attention, il faut être en mesure de choisir quelqu'un avec qui vous pouvez tenir des débats contradictoires sans pour autant s'énerver, même si ce n'est pas facile. Donc, vous allez vous crier là-dessus. Ça, c'est dur, hein? Oui, vous allez vous crier là-dessus lorsque vous finissez. Et tu sors, allons boire une bière, c'est fini. Parce que là, ça permet d'avoir plusieurs points de vue, ça permet de pouvoir échanger, de pouvoir argumenter, d'arriver à convaincre l'autre qui est en face. Maintenant, au niveau de la répartition du capital des parts, je pense qu'il y a quand même une législation derrière qui sous-tend tout ça. Donc, par rapport au capital de la structure, aux apports des uns et des autres, que ce soit en nature, en numéraire ou en espèces, je pense que la législation encadre tout ça. Donc, ce n'est pas un souci. Si vous avez un capital de 1 million, que l'autre envoie 600 000, bien sûr qu'il a 60% des parts, l'autre aura... en tout cas. Donc, je pense que tout est quand même assez géré. Mais c'est intéressant lorsqu'on se met ensemble. Parce que déjà, ça donne plus de crédibilité. Mon point de vue, ça donne plus de crédibilité à la chose. Tu es obligé de rendre compte à l'autre. Pas que quand tu es seul, tu ne rends pas compte. Mais au moins, quand vous êtes deux, il y a cette obligation-là qui pèse sur toi. Même si tu n'as pas envie de te fatiguer, mais tu es obligé de rendre compte. Donc, pour moi, ça amène quand même à améliorer la gouvernance. Si demain, tu as envie de prendre 1000 francs pour aller faire transfert d'unité, et que tu sais qu'on va te demander les 1000 francs à la prochaine fois, donc tu réfléchis pas 2 fois. C'est clair. Donc, c'est un peu pour cette raison que moi, j'ai préféré avoir au moins un associé. J'avais voulu qu'on soit 3. Là, quand on échange, forcément, il y aura une majorité qui aura un projet. Mais vers la fin, bon, on n'a pas pu s'entendre sur le profil du troisième. On a décidé de gérer le truc à 2 et on s'est mis à 2. Super, super, merci beaucoup. Oui, Ghislain. Voilà, en fait, je voulais, à la suite de ce qu'Aïta a dit tout à l'heure aussi, en fait, pour dire, c'est vrai, quand on a des associés dans le démarrage, ça permet de faire des débats contradictoires, ça permet vraiment de pouvoir être rigolo. Mais en même temps aussi, quand on est seul, comme je l'ai dit là, c'est la discipline maintenant qui s'impose là maintenant. Qui doit primer en fait. C'est-à-dire, si tu es seul, même quand tu es seul, tu dois te mettre en tête que c'est ton entreprise, certes, mais ce n'est pas ton argent.
Voilà. C'est comme ça que moi, j'avance toujours. Même, même si aujourd'hui, quelqu'un vient même pour faire, même aujourd'hui, même demain, quelqu'un vient pour faire un audit dans mon entreprise pour évaluer vraiment ma gestion. Vous allez vous rendre compte que même si j'ai pris 5 francs dans ma caisse, c'est noté prêt, monsieur Kwaku, à rembourser. Ce n'est pas mon argent, c'est mon entreprise, mais ce n'est pas mon argent parce que je dois rendre compte à moi-même, c'est vrai, mais aussi, il y a un contrôle par derrière. Ce contrôle-là, c'est quoi? C'est-à-dire au niveau de la fiscalité, est-ce que je tiens la roue? Au niveau de la gestion de la trésorerie, est-ce que je tiens la roue? Au niveau de mes indicateurs de performance, est-ce que j'arrive à les atteindre? Donc, du coup, je n'ai pas les mêmes mentalités que d'autres, en fait. C'est vrai, quand on va avec une personne, c'est vraiment bon, c'est vrai. Comme je l'ai dit là, moi, je ne suis pas fermé à cela, mais j'essaie toujours de travailler dessus. Et en même temps, pour pouvoir faire entrer quelqu'un dans mon capital, la personne va forcément vérifier réellement comment j'ai géré l'entreprise pendant ces 3 ans. Comment j'ai géré l'entreprise pendant ces 3 ans m'impose cette rigueur-là et cette discipline-là qui fait que je ne fais pas n'importe quoi dans l'entreprise et ça me permet de m'autodiscipliner. Donc, c'était juste pour ajouter à ce que Aïta a dit. D'accord. Super, merci beaucoup, merci Ghislain. En tout cas, comme on le dit, hein, ce qui ressort beaucoup de notre discussion qu'on va devoir terminer, c'est premièrement, comme on a dit, entreprendre, c'est pas si facile que ça. Il faut faire des sacrifices. Il faut entreprendre pas pour devenir riche, mais pour résoudre des problèmes. Il faut aussi avoir derrière l'intérêt de l'autre. Donc, ce n'est pas juste pour nous qu'on veut entreprendre, mais c'est aussi pour impacter ceux qui sont autour de nous, notre communauté, nos familles, nos amis. Et ça demande beaucoup de discipline aussi, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc il y a un peu tout ce mélange-là. Donc, je pense que on tire vers la fin. Je vais vous laisser la parole à tous les trois. Si vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver, comme ça, tous ceux qui nous suivent peuvent aller sur vos pages Facebook. En tout cas, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Zoom, encouragez nos entrepreneurs. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin que vous vraiment vous les poussiez aussi parce que vous avez entendu, il y a beaucoup de sacrifices. Ils ont décidé de faire beaucoup de sacrifices, mais pas juste pour eux, mais pour tout le monde, pour toute une communauté. Donc, allez liker leur page, suivez-les, partagez leurs publications, aidez-les à se faire connaître et ça va être pour le bien de tous. Donc, Sonia, où est-ce qu'on peut te trouver tes produits Donne-nous un peu toutes ces informations-là. Ghislain toi, tu es efficace. Tu as déjà envoyé directement déjà dans le chat l'adresse email, le site internet. Sonia, à toi. Oui. OK. Oui, nous sommes situés à Angresta 14, en face du groupe scolaire Saint-Marc. Et là, nous avons notre boutique, le bureau et la boutique. Mais concernant les produits frais, nous déchargeons nos produits au niveau d'Abobo, mais nous faisons la livraison des produits frais dans les ménages. Nous distribuons les produits frais dans les ménages, mais la boutique se trouve en Resta 14. Et puis, la page Facebook, c'est Socofé. Socofé. OK. Donc, voilà. Là, vous aurez toutes les informations. Est-ce que c'est S-O-C-O-F-E? F-E avec accent. Bon, sans l'accent même, ça passe. C'est Socofé en tout cas. OK, S-O-C-O-F-E. Voilà. Okay. Et là, vous pourrez trouver toutes les informations sur nous et sur nos produits. Super, merci. Aïta, je vois que tu as écrit effectivement déjà le nom de ta page Facebook. Donc, vous pouvez aller le suivre. Donc, la ferme Aïta. Comment est-ce que tu prononces? Est-ce que c'est Welby? Parce que moi, j'ai eu du mal, hein, franchement. Oui. C'est Oulembi. Attends. Oulembi. Tu peux épeler? C'est W-L-E-N-G-B-I. Oui, Oulembi. Donc, c'est en baoulé, Oulembi. Ah, c'est en baoulé. Ah, super. Bon, oui, je dois pratiquer un peu mon baoulé alors. Parce que là vraiment... Donc, nous sommes situés en fait à Yamsoko, au 220, juste à côté de l'école primaire Zahé. Donc, vous trouverez là le bureau
et la boutique physique. Ok. Actuellement, par le passé, on faisait des livraisons à Abidjan, mais depuis quelque temps, on a suspendu cela. On est en train de voir dans quelle mesure on ouvre une boutique aussi à Abidjan. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup, Aïta. Et Ghislain, je vois que tu as écrit déjà l'adresse de ton site internet, mienzagroup.com. Est-ce que tu as des points de vente? Comment est-ce qu'on peut te rejoindre autrement? Tu as une page Facebook? Okay. Nous, on a notre site internet et sur le site internet, il y a les liens de tous nos pages Facebook et tous nos pages des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Liking et notre page YouTube que nous animons par moment avec des formations gratuites sur l'entrepreneuriat. Comme on a dit, nous, on fait la consultance, la formation et la distribution dans le domaine agricole. Okay. Donc, au niveau de la consultance, on aide à monter les plans d'aménagement, les études de faisabilité et puis les diagnostics d'exploitation agricole. Et puis, au niveau de la formation, on fait la formation technique, la formation managériale et la formation comptable au niveau de l'entreprise dans le domaine agricole. Et puis, au niveau de la distribution, tout ce qui est intrants, produits, et puis matériel agricole, on intervient aussi là-dedans. Et voilà, nous sommes basés à Toumoudi. Nous avons 2 ou 3 exploitations que nous exploitons et nous travaillons avec des productrices, c'est-à-dire on fait de l'accompagnement de ces producteurs-là dans l'agriculture raisonnée face au changement climatique, c'est-à-dire leur amener vraiment à faire une agriculture durable et non une agriculture comme nos parents avant ont fait. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et si vous avez besoin de pouvoir entreprendre dans le domaine agricole, contactez-nous. On va voir comment s'entraider et comment vous trouver des solutions. Parce que c'est ma passion. Super, super. Merci, merci, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé, d'avoir pris de votre temps vraiment pour participer à cet échange-là. Donc à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, mais aussi sur Zoom, on vous remercie vraiment de nous avoir écoutés. On espère que Daisy. Oui, Sonia? Je voudrais dire quelque chose. Oui. Juste, je voudrais dire à toutes les jeunes filles, jeunes femmes, tous les jeunes, que ce soit femmes ou garçons ou hommes qui veulent vraiment voir comment nous travaillons au niveau d'Abobo, ils peuvent venir. Rien que pour s'inspirer de ce qui se passe là-bas, pour voir un peu. S'ils veulent aussi poser des questions, ils veulent nous rencontrer pour qu'on puisse échanger de façon directe. Sans problème, nous sommes disponibles pour eux. S'ils veulent aussi voir comment ça se passe, le déchargement de camions, comment ça se passe, tout et tout, ils peuvent venir. Il n'y a même pas de souci. Nous sommes dispo pour eux. Super. Ce qu'on fera sur notre page Facebook, c'est qu'on va donner vos contacts, en fait, à ceux qui veulent vous rencontrer. Donc, merci tout le monde. On espère en tout cas que cette discussion-là aura répondu à certaines de vos questions. On espère que ceux qui hésitent encore à entreprendre vont se lancer dans l'entrepreneuriat, mais avant de se lancer, vont se rendre compte qu'il y a quand même certaines étapes à ne pas brûler parce que sinon, aïe, 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 Aïta va vous le dire, ça fait mal. Donc, merci tout le monde et on se revoit donc la semaine prochaine pour un autre encore Facebook Live et on espère que vous allez être encore plus nombreux. N'hésitez pas à partager à tous vos amis autour de vous et faisons du bruit. Montrons aux jeunes en fait qu'on peut reprendre et que voilà. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye. Au revoir. Chacun.